Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour cette nouvelle édition de votre émission 10-12, le Zénith, le repli identitaire, la déformation des mœurs, mais aussi les dérives tribales. Ainsi va le Cameroun qui va très mal. On va en parler ce matin sur votre antenne avec la grande équipe tous les matins prêts chez vous. Vous accompagnez jusqu'à 12 h. Bonjour Chalamel, c'est le colérique compulsif avec nous ce matin. Bonjour Chalamel. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour au chef de l'État ce matin. Ça ne va pas à la communauté urbaine de Berthois. Qui fait quoi? Qui commande qui? Qui décide de quoi? Et qui gère quoi? Vivement que vous nommez encore l'un de vos collaborateurs de ce côté, monsieur le chef de l'État. La colère de Chalamel qui va intervenir un peu plus tard dans cette émission. Restez fidèles au poste pour ne pas rater une miette de cette rencontre avec Charles Lamel. On a également Megui Dombou, la belle fauve, j'ai envie de dire. Bonjour Megui. Bonjour Eric Fopoussi et bonjour à vous, chers téléspectateurs de 10-12, le Zénith. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve sur ce plateau encore ce matin. Et la revue des réseaux sociaux dans laquelle on parlera de beaucoup de choses qui intéressent notre pays, entre autres ce triple infanticide du côté de Yaoundé. Et ensuite, on parlera justement de ces habitants du quartier Makepe Misoke qui ont assiégé l'agence de Eneo Andokoti pour se plaindre de ce qu'il y aurait trop de coupures d'électricité intempestives de ce côté. Des habitants qui crient leur ras-le-bol, ils en ont marre et c'est normal parce qu'effectivement, lorsqu'on subit de façon aussi bizarre ces coupures intempestives, ça remonte les personnes quand même, il faut le dire. Et puis Mbombok, c'est la caution sagesse de ce plateau. Bonjour Mbombok Bengan. Bonjour Eric, moi je salue le conseil municipal de Douala 1er et son maire Lengue Malapan 1er. Ils se sont réunis cette semaine et ont procédé à la baisse du budget initialement adopté pour l'arrimer aux contingences économiques aujourd'hui. Merci. Si c'était comme ça que ça se faisait, monsieur le maire, depuis 2012, il n'y aurait pas eu tous ces écarts-là. Vous appelez les conseillers municipaux, vous regardez ce qu'il y a à faire, là où il faut refaire les aménagements. Il faut être clair comme ça, monsieur le maire. Merci. Et pour ceux, évidemment, qui ont tendance à nous dire que nous sommes là juste pour noircir le tableau, non, on peut également relever des choses qui marchent au final. Elles marchent beaucoup. Tendance Kenyé avec nous sur ce plateau ce matin pour l'histoire du jour. Bonjour, ma Tendance Kenyé. Bonjour, ça va bien? Bonjour Eric, je me porte comme un charme. Wow. Ce matin, j'ai dit à toutes les femmes qui me regardent, tendez vos tympans parce qu'il y a certaines femmes qui exagèrent. Je parle comme ça pour ne plus reparler parce que j'ai l'une de mes copines qui a fait honte aux femmes hier au marché Mabanda, me dit, quand je parle souvent, on dit longue bouche, tu parles trop. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à voler? Point d'interrogation. Les femmes qui volent. L'une de mes copines a volé. On m'a appelé, on me dit, maman, viens voir ce que ta copine a fait au marché de Mabanda. Quand j'ai parti, je savais même que c'était telle de mes copines, parce que j'ai des copines comme ça. Pour finir, je ne connais plus qui est ma vraie copine. Elle est arrivée au dans une boutique au marché de Mabanda hier. On a parti même faire quoi dans la boutique de mèches là-haut? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on m'a appelé pour dire que viens toi-même voir. Quand je suis arrivée, j'ai vu comment ma copine était assise comme le bébé. Elle suppliait que, ouais, pardon, n'appelez pas mon mari. Ouais, pardon, ne me filmez pas. Ouais, pardon, je vais remettre. On dit qu'elle est entrée dans la boutique avec le sac. Le commerçant même n'a même pas vu quand elle a pris les 2 paquets de greffes. Elle est partie, elle ne faisait que faire le dorta. Elle touche la naturelle, elle dépose. Elle touche la synthétique, elle dépose. Elle touche telle greffe, les greffes lisses, elle dépose. Elle touche les brésiliennes comme pour moi, si. Elle dépose. C'est la brésilienne ici, non, Megui? Oui, je dis que c'est la brésilienne. Non, c'est l'indienne. Ah oui, c'est l'indienne, oui. C'est une péruvienne. Voilà, c'est l'indienne. Elle touche les greffes comme pour moi, si. Elle laisse. Entre-temps, elle a pris 2 paquets de greffes naturelles. Elle a lancé dans le sac, Megui. Tu sais combien 2 paquets de greffes naturelles a coûté? Non. 7 000 francs. Les 2 paquets. Quand elle a lancé dans le sac, c'est la voisine d'en face qui a vu. Donc voici la boutique. Voici une autre voisine d'en face qui a sa boutique. Quand elle voulait sortir, la voisine est venue dire, maman, pardon, remets. Ne fais plus honte aux femmes, remets. Au lieu de fermer sa bouche, elle a commencé à dire, j'ai pris quoi? Hein? J'ai pris quoi? Mais on l'a fouillé, Megui. On a trouvé les 2 paquets de greffes. Elle dit que, ouais, maman, excusez-moi, la greffe, ça me plaisait trop. Je n'avais pas assez d'argent, c'est pour ça que j'ai pris.
Chère dame, ne nous faites plus honte. Respectez-vous, respectons-nous. Quand une femme prend soin de voler, ça veut dire qu'elle veut former ses enfants à voler comme elle. Est-ce que je mens bonbon? Non. Je te laisse la parole. Absolument, c'est gravissime, ça pose un réel problème, hein. C'est celui de la place de la femme dans notre société au Cameroun. On se pose donc cette question. C'est plus grave quand c'est une femme qui commet un tel forfait. On se dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est notre société qui a du mal à s'ancrer dans la perfection ou dans ce qui est positif? Alors, Charles Hamel, on voit une femme, on remarque une femme là qui a volé, une femme qui a visiblement... Au marché. Qui est allée au marché, qui est allée voler. C'est une bandite, c'est une voleuse, on va le dire. Alors, pour vous, ça suscite quel type d'interrogation, vous qui avez l'habitude de vous interroger? Aucune interrogation. C'est un constat. Ouais. Un constat que sa famille a échoué dans le principe de l'éducation. Ça démontre que son mari a échoué si elle est mariée. Parce qu'un homme est censé éduquer sa femme. Un homme est censé donner les principes qui sont les siens à sa femme en lui disant, écoute, voici là où j'accroche mon sac. Chaque femme doit savoir quelles sont les prédispositions avec lesquelles elle vit dans son foyer. Mon mari me donne 10 000, mon mari touche 50 000. Je dois m'arrimer à ce que me donne mon mari. Je ne dois pas essayer d'avoir, essayer d'accrocher. Ça fait deux questions déjà soulevées. Je ne dois pas accrocher mon sac là où je ne fais pas. Donc le mari a éduqué. Si le mari n'a pas le temps de pouvoir conseiller sa femme, éduquer sa femme, pour essayer de mettre sa femme sur le chemin, elle va se retrouver qui avec l'association, qui avec les publicités à la télévision qui montrent un peu plus de choses, qui, on va dire, avec ses belles-sœurs ou avec même ses belles-sœurs des deux côtés, hein, que ce soit du côté de son mari, que ce soit de son propre côté, qui ont peut-être réussi, elle va vouloir essayer de se comparer et ça va nous amener à ce type de choses. À ce type de dépravation, de problème, on se rend évidemment compte que vous soulevez deux questions là très importantes. C'est justement ces femmes qui ont, on va dire, entre guillemets, de longs yeux et qui ont peut-être du mal à assumer leurs moyens, leur statut social, mais aussi ces hommes qui ont la responsabilité, voilà, d'éduquer leurs femmes. Megui, j'imagine que vous êtes dans cette ligne ou pas? Dans quelle ligne? La ligne de que l'homme doit effectivement s'assurer que sa femme a justement du bon comportement, des bonnes habitudes, mais aussi le fait que l'homme doit également s'assurer que la femme, dans le concert de ce qu'elle vit au quotidien, doit assumer son rang social, son statut social, doit accepter voilà, son niveau de vie. Je ne dirais pas que... Ouais. En fait, je trouve que c'est une très grosse responsabilité attribuée à l'homme à ce moment-là, dans Oui. la mesure où, en principe, il fait la connaissance d'une personne qui est déjà adulte et qui a forcément déjà des habitudes qui sont profondément ancrées. Ouais. C'est-à-dire que, je veux dire quoi malgré le fait qu'il puisse lui prodiguer des conseils, ça ne garantisse pas forcément qu'elle suive justement ses conseils. Parce que, comme on dit, les vieilles habitudes ont la peau dure. Donc, il faut tenir compte du fait que c'est quelqu'un qui vient d'un environnement familial et qui rencontre son mari avec ce qu'elle a déjà reçu, avec tous ses défauts, toutes ses qualités. Donc, on ne peut pas forcément changer. Mais vous êtes une femme. Cette personne. Comment vous recevez, vous concevez cela? Comment vous accueillez cette attitude de cette femme qui va au marché, qui vole? Le vol n'est recommandable ni pour une femme ni pour un homme. Ça reste un vol et c'est une mauvaise chose de voler. Quelle que soit la personne qu'on est, un homme, une femme ou un enfant. C'est une mauvaise chose. Maintenant, je vais dire quoi? On a une femme qui va voler au marché, des greffes, voilà. Ça aurait pu être de la tomate, ça aurait pu être des vêtements. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Justement, il y a des copines qui ont des péruviennes, des brésiliennes. Il y a des femmes complexées qui n'arrivent peut-être pas à accepter leurs conditions de vie, leur rang social, c'est-à-dire se dire que je ne peux pas accéder selon mes moyens à un certain type de choses et je dois me contenter de ce que j'ai, de ce que je peux trouver, de ce que mes moyens financiers me permettent d'avoir. Je dois m'en contenter sans envier les autres à côté. On peut avoir là une femme qui souffre de kleptomanie parce qu'il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas démunies, mais qui ont le besoin de voler. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'argent, qui entrent dans des boutiques. Elle peut acheter de la marchandise de 500 000, mais
elle va tout faire pour chipper quelque chose de elles s'épanouissent dans le vol. Justement, ça s'observe partout. Que ce soit ici, même en Occident, ça s'observe. Vous avez des personnes qui sont riches, mais qui veulent quand même sortir avec un objet volé. Dans ce cas, c'est une pathologie. Oui, c'est des personnes malades. Oui. Et des personnes évidemment, on ne célèbre pas ici sur ce plateau. Tenez-vous tranquille, madame, monsieur. Qui ont peut-être aussi besoin d'un suivi psychologique. Voilà, un suivi très important. Bombok, est-ce que pour vous, le vol perpétré par une femme est plus grave que le vol perpétré par un homme? On a l'impression qu'il y a cette dichotomie, cette ambivalence lorsqu'il arrive le moment d'apprécier le vol, soit de l'homme ou de la femme. Oui, tout à fait. C'est plus grave chez la femme que chez l'homme. Parce que la société, j'allais dire, en a voulu ainsi. Il y a certains écarts de comportement qu'on peut comprendre quand c'est fait par l'homme et moins par la femme. Et malheureusement, les deux sont condamnables à tous les niveaux. Mais le regard social que nous posons n'est pas le même. Par exemple, vous allez voir, lorsqu'on vous dit qu'une femme est dans un gang d'agresseurs, tout le monde va tiquer. Et même les agresseurs dans les taxis, dans les voitures, ils vont mettre une femme à côté. Bon, vous vous dites, la femme généralement n'est pas généralement, mais c'est trouvé que les femmes appartenaient à des gangs. De la même manière que le vol, lorsqu'un homme, on le condamne quand il est un voleur, quand il fait des écarts, quand il a des écarts de comportement, mais lorsque c'est une femme, c'est davantage plus compliqué pour elle. Donc je comprends. Mais qu'est-ce qui explique ce regard à différents niveaux? Et Charles Lamel a parlé tout à l'heure de l'éducation. En réalité, même lorsqu'on dit la langue maternelle, en fait, la langue maternelle, ce n'est pas la langue que la femme a amenée de chez ses parents. C'est la langue qu'elle vient apprendre auprès de son mari et qu'elle inculque à la femme. Donc c'est la femme qui est en réalité le repère moral de la société. Donc lorsque nous disons souvent que c'est elle qui est, j'allais dire, la comptable matière de la maison, c'est elle la ministre de l'Intérieur, c'est elle. Donc elle est l'exemple même typique du comportement moral de toute la société. Donc, vous voyez, il y a une autre chose. L'homme qui fait, j'allais dire, qui aime les femmes, la société comprend un peu. Même si cet homme, on sait que c'est des dérives, il peut y avoir des dérives. Mais pour une femme, on va vite la condamner, la traiter de prostituée. Voilà, parce qu'elle doit être introspective. C'est le regard social qui est là depuis la nuit des temps. Voilà, mais malheureusement, on grandit avec ça et tout. Mais il faudrait donc que la femme elle-même sache qu'elle est le regard, j'allais dire, moral de la société. Mais ça ne veut pas disculper par l'homme. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait de cette femme qui va au marché et visiblement se retrouve à voler? Il y a les deux phénomènes que les collègues ont développés tout à l'heure. Moi, pour ce cas-là, Charles Lamel a parlé d'elle amène son sac là où elle ne peut pas arriver, c'est vrai, mais il y a davantage la kleptomanie. Moi, je pense sur un cas de maladie. Je pense que cette femme est malade. Elle est malade, elle peut sûrement avoir ces envies-là, mais elle serait malade. Et il faudrait qu'on voie, qu'on l'encadre sur le plan social et on rectifie cette maladie-là. Oui, Chalamel, il y a que vous avez mis le doigt où ça fait mal tout à l'heure lorsque vous avez pris la parole. Et donc, on se rend compte effectivement qu'on peut se retrouver avec des femmes qui souhaitent vivre un niveau de vie qui n'est pas le leur. Et c'est quand même gravissime tout ça. Je suis un peu désolé, hein. Je suis un peu désolé d'entendre qu'on parle de kleptomanie. C'est une occidentalisation. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, en Afrique, ça n'existe pas, la kleptomanie. Donnez-moi, comment est-ce qu'on appelle la kleptomanie dans ma langue? Je ne trouverai pas comment on appelle la kleptomanie dans ma langue. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés pour voler? Vous voulez dire qu'il y a des gens qui sont nés avec des aptitudes au vol? Je ne pense pas. Je crois qu'on est... Non, c'est pathologie encore, ça c'est occidentalisé. Donc on peut soigner. Je dis, c'est encore occidentalisé. C'est de l'occidentalisation parce que chez nous, ça n'existe pas. Je cherche dans ma langue comment on parle de kleptomanie. Ça, c'est un mot venu d'ailleurs. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que la femme en Afrique donne la vie. Elle impulse la vie et entretient la vie. La femme éduque les enfants suivant les principes et préceptes de son mari. Raison pour laquelle lorsque l'enfant veut s'égarer, la mère lui rappelle, je vais dire à ton père
ton père lorsqu'il va rentrer, parce que le papa est celui-là qui incarne véritablement la moralité dans la famille. La femme impose sa famille sur le plan extérieur comme modèle de vie. La preuve, lorsqu'on apprécie un homme, on dit c'est sûr que tu es une belle femme, tu es une grande femme derrière toi lorsqu'on te voit. Si dans le quartier, l'homme qui est respecté, il est respecté par rapport aux attitudes de la femme. On ne voit pas ta femme tenir n'importe où. On ne la voit pas. C'est la femme, comme pour entendre ce que disait Mbonbon. Non, la femme a ses responsabilités. Voir une femme qui vole, ça peut être que la femme, dans leur famille, ils ont eu à poser une action, pas du tout bonne, on lui a lancé, comme on dit, pour parler trivialement comme au quartier, on a fait ce sort. Tu auras un enfant qui, dans ton sein, tu auras un enfant qui va poser des actes comme ceci. Ça peut être coupé. Oui. Ça peut être coupé, il faut le préciser comme ça. Donc on dit, il y a des enfants, on a eu un enfant, par exemple, je connais un enfant qui volait exagérément, tout simplement parce que, sur le plan familial, son père, lors d'une réunion, il avait l'habitude de prendre les choses un peu plus. Ça veut dire qu'on partageait, il venait prendre un peu plus. On lui a dit, tu vas voir, tu auras un enfant qui va se comporter comme ça, qui ne sera jamais satisfait. Lorsque son père fait amende honorable auprès de la famille, l'enfant est devenu très normal. Donc dire que kleptomanie, c'est votre position. Tendance, ma position. Tendance, oui. Le commerçant là, toi le commerçant, si tu lui donnes aussi un paquet de greffes, ça allait faire quoi? Hein? Voilà une femme qui est en train de vouloir mourir parce qu'elle ne place pas la greffe. Ça ne veut pas pourtant dire que j'encourage les femmes à apprendre, à aller voler, parce que prendre sans demander, c'est le vol. De deux, si tu te rases même, ça va faire quoi à ça? Hein, copine? Elle n'est pas encore veuve. Non, mieux elle se rase. Si tu ne mets pas la greffe, là, tu vas mourir. Moi, je sais que ce qui peut pousser une femme à voler, c'est les femmes qui aiment souvent faire le Mathieu veut. C'est comme ça que vous poussez même vos maris à aller voler, entrer en prison. Tous les détourneurs de fonds publics qui sont en prison, ce sont leurs épouses qui les envoient en prison. Parce qu'aujourd'hui, celle-ci veut la grosse voiture, je veux les greffes brésiliennes, je veux la nouvelle voiture, je veux ceci. Non, le vol n'est pas bien. Maman, je vais dire à ton mari de te raser. Jusqu'à si tu ne mets pas la greffe, là, tu vas mourir. Vous voyez à quel niveau les femmes suivent, certaines femmes nous suivent. Si c'était un homme, on allait le taper, le brûler. Je suis contre la justice populaire. Mais comme c'est toi la femme, on a laissé, on t'a filmé. Tu as dit qu'on ne publie pas. Maintenant, il faut oublier que tu es ma copine parce que tu avais fait le constat sur mon nom que je supplie le mariage. Tu comprends, non, Megui? Elle avait menti, elle avait fait le constat que je supplie le mariage. Je n'ai pas refusé. Simplement parce que quand mon gars me parle, je me tais. Je fais comme le bébé. Quand tu sais ce que tu cherches dans ta vie, bon, est-ce que tu as besoin de parler pour un homme pour parler à un homme? Soumets-toi, il t'épouse. Pour ton cas, je vais mettre ta photo sur mon mur, sur ma page Facebook, pour que tu essayes pour montrer aux femmes que ce n'est pas bien de voler. Ton problème et moi, c'est un problème particulier. Et ce problème va être géré que sur les réseaux sociaux, parce que c'est sur les réseaux sociaux maintenant qu'on gère les problèmes. Tu as eu ta chance qu'elle n'ait pas prononcé ton nom. Tu me tentes de m'écrire inbox, donc mal seulement. Je prononce ton nom lundi. Parce que je gère mes problèmes qu'ici. Tu me gères mes problèmes à la réunion, au quartier, je gère ta pack sur le plateau. Et tu t'amuses même, je vois ma chaîne Tendance Connu TV sur Facebook. Tout à fait. C'est ça qui est à la mode maintenant. Voilà, c'est ça qui est à la mode. Voleuse de greffe. Alors, j'aime à le dire le plus souvent, c'est que on est dans un cas quand même qui, sur le plan de notre société et de ce que le Cameroun vit au quotidien, peut aussi interroger, parce qu'on peut se dire que ce cas est un cas isolé, et pourtant, dans chacun de nous, on va dire, pour prendre l'expression de quelqu'un, il y a cette fibre-là des personnes qui, souvent, commettent des petits actes et se disent que c'est pas grave. Donc on peut... Et parfois même, quand vous n'avez pas demandé, vraiment qu'on a peur, on débat. Tu peux entrer dans une boutique, ça peut arriver. Mais je ne vous encourage pas. Quand vous n'avez pas, barrez ça de votre tête que, comme je n'ai pas, et c'est que tôt ou tard, Dieu peut me donner. Mais au lieu d'aller voler, c'est mieux d'entrer dans une boutique, pardon, j'ai vu une grève là, est-ce que vous pouvez me donner? Il y a les hommes de bonne volonté qui peuvent donner, pourquoi pas? Voilà. Que de voler, vous suivez vos familles, suivez même ton mari. J'aimerais surtout, parce qu'il y a des actes que nous posons au quotidien et qui souvent sont minimisés. Par exemple, des gens qui prennent un stylo à billes et ne le remettent pas, pour eux c'est normal. Est-ce que ce type de comportement peut à un moment donné faire qu'on vive dans un environnement où tout le monde se permet de voler et que ça ne émeut personne? Justement, surtout quand on ne condamne pas, quand on ne punit pas dès la base. Oui. Vous avez peut-être, nous tous, nous avons connu ça. C'est-à-dire, à l'école primaire, on élève, vous venez là, vous sortez en récréation, vous avez mis
votre stylo entre votre livre, vous sortez, vous revenez, un de vos camarades a volé votre bic, votre crayon à billes, ou votre crayon ordinaire, votre gomme, ainsi de suite, votre taille crayon. Vous venez, il prend soin de cacher ça, et quelquefois dans sa poche, parce qu'on va fouiller les sacs, on ne trouve pas. Mais il faudrait que, je veux dire, quand on grandit, quand on grandit avec ces attitudes-là, on a l'impression que c'est rien. Mais au fur et à mesure, on s'en habitue et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va donc créer un désagrément dans la société et va vous placer demain comme un voleur. On connaît l'adage qui volera un œuf, voilà, qui a volé un œuf volera un bœuf. Donc c'est pour dire qu'on cultive les attitudes comme ça qui doivent être corrigées à chaque moment dans la société et à chaque niveau. Et nous, en Afrique, on avait, et j'avais dire, les tribunaux, on avait les instances où on corrigeait ces choses. Premièrement, comme l'enfant appartient, c'est l'enfant de tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas rencontrer l'enfant de quelqu'un qui a des écarts de comportement, des écarts de conduite, des écarts dans son action, et vous ne le corrigez pas. C'est comme ça le terme pour qu'on s'entende mieux. Voilà, c'est inadmissible vous le corrigez et tout. Et c'est l'enfant qui saura, il dira que non, papa tel, même je fais ça, voilà. Il le respect aux aînés, un certain nombre de choses. Donc il y avait cette rectitude morale-là. Mais davantage, on ne disait pas au papa d'abord. On rapportait à la maman. On dit, est-ce que vous savez que votre garçon-là est-ce que vous savez que votre fillette a tel comportement? Maman commence d'abord à lui dire. C'est quand il pense que ça la dépasse, il va dire, mais attends, tu sais que ça fait 3 fois. Je n'ai pas encore dit à papa. Voilà. Et maintenant, comme ça commence même dehors, tu sais que l'ami de papa t'a vu l'autre jour, j'étais plus là pour que tu te corriges. Tu ne veux pas. Voilà comment ça se faisait. Mais comme aujourd'hui, la méfiance est arrivée au point où tu vois le fils ou la fille du voisin faire quelque chose. Bon, vous vous dites, est-ce que j'ai quoi dedans? Alors que demain, peut-être l'enfant qui deviendra... Donc, avant que Meggy ne parle, Charles Lamel, on s'achemine donc là vers un manque de sincérité, de franchise. Parce que combien de personnes au quotidien, lorsque vous allez dans une échoppe, vous achetez une marchandise, et quand vous remboursez par exemple un surplus, combien de personnes remboursent le surplus voilà. Donc, c'est ces petits actes qui, justement, font qu'au quotidien, nous serons dans une suite de vol. Alors, il faut dire, je suis d'accord avec vous que personne ne rembourse ce surplus, mais il faut dire que l'action qui est... Oui, peut-être vous, mais je dis pratiquement personne. Ça se généralise au fur et à mesure. C'est une exception. Ça se généralise au fur et à mesure. C'est une exception. On vous appelle Moubou quand vous remboursez. Je voulais dire ceci, c'est que ça peut être un moyen pour cette femme de lancer un appel à son époux. Parce qu'il y a des hommes qui ne pensent pas que leurs femmes, elles aussi, peuvent s'habiller. Elles aussi, elles ont des besoins. Elles ont besoin d'huile, elles ont besoin de cheveux, permettez-moi, des perruques ou des greffes, comme on a à la mode cela, comme c'était pas le cas chez nous. Et il y a des hommes qui font fi de cela. Et c'est arrivé à ceci, justement, parce qu'à un moment donné, la femme a sollicité sortir travailler. Étant donné qu'elle a dit, je vais aller travailler, je sors me débrouiller, ça fait en sorte que l'homme a dit, il y a certaines choses que tu peux prendre sous ta responsabilité et d'autres pas. Le phénomène généralisant, beaucoup d'hommes passent parfois à côté de cela et se retrouvent à ceci qu'ils ne parviennent, ils ne savent pas que la femme a besoin de sous-vêtements ou qu'à rentrant, il peut s'arrêter d'acheter des sous-vêtements pour sa femme comme cadeau. Beaucoup de femmes de maris ne savent pas qu'ils peuvent. Il y a des excédents qu'on fait expressément parfois de laisser dans l'argent de la ration pour permettre à la femme. Je crois que ça aussi, il faut le voir. Et les hommes qui démissionnent de plus en plus de leurs responsabilités. Donc ça peut être un appel. Lorsqu'on prend une femme, c'est normal qu'on l'entretienne au moins. Alors, Meggy, avant de lire les messages, j'aimerais quand même vous questionner sur un point essentiel qu'on a soulevé sur ce plateau. C'est donc ces hommes qui ont tendance à oublier, à négliger leurs femmes lorsqu'elles sont à la maison. On va dire. Lorsqu'ils sont en train de courtiser ces femmes, ils sont les plus galants, les plus présents, les plus attentionnés. Mais lorsque la femme est acquise, ça devient compliqué de les voir au rendez-vous des achats, soit d'une boucle, d'un cadeau ou autre. Tout à fait. Il y a cette galanterie, cette
l'élégance des hommes qui disparaît de plus en plus, c'est-à-dire que on sort tous les gros moyens quand on veut conquérir une femme, et une fois qu'elle est la vôtre, vous dites que voilà, c'est un acquis, et vous ne faites plus aucun effort. C'est-à-dire que après, c'est quand même dommage de revoir les mêmes se plaindre de ce que oh, ma femme n'est plus entretenue comme avant. Mais qu'est-ce que vous faites, ne serait-ce que l'encourager, laissons même les moyens financiers. Qu'est-ce que vous faites pour la booster, pour que justement elle ne perde pas de son peps, qu'elle reste la femme que vous avez connue? Qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Si vous ne savez même pas qu'au-delà de la ration que vous avez donnée, sauf si vous n'en avez pas la possibilité, et pour cela, pour que votre femme en prenne conscience, il faudrait qu'il y ait un dialogue franc et qu'il y ait beaucoup de sincérité dans votre couple. Donc vous dites à votre femme, écoute chérie, on va devoir se serrer les coudes pour ne pas faire trop d'abus. Je sais que tu as besoin de ci, de ça, mais vraiment on ne peut pas faire plus que ce que l'on fait à présent. Tout à fait. Donc, de plus en plus, justement, le comportement d'une femme comme celle-là, je dis, ça répond à beaucoup de paramètres. Peut-être, ça ne la dédouane pas. Effectivement. Non plus. Ça ne la dédouane pas, voilà. Mais il y a des paramètres qui rentrent en compte. Alors, est-ce que ce n'est pas une femme délaissée par son mari, qui n'a peut-être pas de moyens et dont le mari ne se soucie nullement, elle est dans son foyer, elle voudrait bien, c'est un être humain, c'est-à-dire que avant de dire que oui, elle a volé, mais sachant que c'est un être humain qui a ses faiblesses, comme tout le monde. Donc. Elle voudrait peut-être, je sais pas, avoir une certaine assurance, c'est-à-dire ressembler, pas forcément, c'est pas forcément de la convoitise, mais elle voudrait être aussi quelqu'un, je sais pas. L'estime de soi. Voilà, se sentir bien pour retrouver cette estime d'elle-même. Peut-être qu'elle subit des colibets des voisines, ça ne fait pas plaisir. Et ça peut la pousser. Et de son mari même, pourquoi pas? Et oui, et de son mari, parce que c'est ça le désarroi, c'est que beaucoup ne mettent pas de moyens pour justement mettre leur femme à niveau. Ils préfèrent aller donner de l'argent au dehors et comparer ces femmes du dehors avec leurs femmes de l'intérieur dont ils ne s'occupent même plus. Donc, moi, je veux dire, c'est dommage. C'est une grosse incongruité quand même de la part de ces hommes qui agissent comme ça. Il y a beaucoup de paramètres autour et puis... et c'est dommage. Mais il faut préciser forcément que ça ne peut pas être parce qu'il va donner dehors. Mais Guy, n'oublie pas aussi qu'il y a les hommes qui ont l'argent, mais ils ne peuvent pas passer une journée sans boire les bières. D'accord. Les hommes qui ne peuvent pas passer une journée sans boire les bières, sans boire le vin rouge. Et qu'on soit bien clair, nous ne sommes pas ici à dédouaner cette femme qui a volé. On essaie juste de comprendre ce qui peut conduire à ce type de situation. Mais Guy, quelques messages pour les réactions. Donc... on a Maurice Aïssos qui nous dit il existe bel et bien le mot kleptomanie dans ma langue, le noué, et dans le lébialem, tandis que le vol est désigné comme un dieu. Comme Dieu. C'est une réponse à Charlemagne. Voilà, peut-être. Le kleptomane est désigné. Ça veut dire kleptomane, il faut le kleptomane est désigné Mbete. Je ne sais pas si je prononce bien Maurice. Donc, alors, bonjour. Les femmes suivent mal la mode et sont prêtes à tout faire pour s'arrimer à tous les prix. Charles Adouala. On a cet autre message. Pour ma part, la femme qui vole est égoïste car l'homme peut donner 1 million à la femme, mais quand elle voit 5 francs par terre, elle ramasse cordialement. Adrien Mboma, c'est depuis Vitry en France. L'habitude est une seconde nature. Aussi détermine-t-on qui ont parce qu'on fait... Bon là là. Cette femme est habituée à voler, elle mérite une fessée publique. Jaoro Ali Pierre depuis Ngaoundé. Une fessée publique, vous dites? Voilà, justement, une fessée publique. On y va très fort là ce matin. Là même il est encore poli parce que ce que les gens font aujourd'hui, c'est que lorsqu'on attrape une femme qui a posé une exaction, on la dénude. Est-ce que dans l'action qu'on pose, parce qu'il y a ces deux actions, ça aussi, il faut condamner ça. Toutes les fois qu'on attrape des femmes qui ont posé, on les dénude, on les fait balader dans les marchés autour. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Voilà, le vol est moral, ça se soigne. Il n'y a personne qui n'a jamais volé dans la vie. Donc, oh, mais c'est quand même une information gratuite, là. Ça aussi, ça peut être vrai. Depuis l'enfance, personne ne va dire qu'il n'a pas chipé un bonbon. Moi, j'ai déjà volé ma nourriture. Si on va sur le principe que voler, c'est prendre sans permission, personne ne va le dire que même à la maison, il n'a pas eu à chipper quelque chose dans le frigo. Là, j'étais petite, mais j'ai déjà volé mon repas. C'était du vol. Je rentre comme ça, je dis à ma mère que maman, où est ma femme? Elle me dit que c'est dans l'assiette bleue. Elle me dit que c'est dans l'assiette bleue. Je dis que qui d'abord pique un morceau de vieille goutte. Après, il dit que maman, où est mon repas? Il dit que c'est dans l'assiette bleue. Je dis que non.
Je crois que c'était pour ma soeur, alors que c'est mon repas que j'avais volé. J'ai d'abord volé mon repas, Voilà, j'étais naïf. donc cette Donc, femme il y a des aveux sur ce plateau. J'étais naïf. Tendance, c'est Megui qui avoue avoir. Cette femme est tout simplement malhonnête, elle aime manger pour rien et s'il faut entrer dans sa vie privée, vous constaterez qu'elle gère plusieurs hommes à la fois. C'est possible. Voilà, donc l'éducation est à la base de la vie, que les femmes arrêtent de faire honte à leur mari épais depuis Paris. On a cet autre message à propos de l'évolution ou l'indifférence. Le jeune Malox a chanté « Tu fais la morale à qui ?» Et voilà la situation générale. Dommage que la leçon de morale revienne en force dans nos écoles. Fania à Douala. Ah oui, c'est vrai, Bombok. Il y a, ça a il y a disparu. la morale qui n'est plus au programme de nos, Oui, de ça nos écoles. a disparu. C'est dommage, du ça. programme scolaire, c'est vraiment Oui. dommage. Voilà, donc les femmes ne sont pas patientes. Elles peuvent tomber sur un homme qui n'a pas encore d'argent. C'est Yannick Abafoussam. Yannick Abafoussam. Voilà. Merci Megui pour ces messages. Continuez, madame, monsieur, à nous envoyer vos réactions au numéro qui est au bas de votre petit écran. On va poursuivre ce voyage dans le 10-12, le zénith de ce jour, avec la colère de Charles Lamel. C'est le colérique compulsif. J'appuie là-dessus parce que dans un instant, vous découvrirez le sujet de cette matinée. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la sécurité dans les BTP. Entendez, chantier de construction, entreprises industrielles, travaux publics, bâtiments, bref. Pourquoi tant de négligence dans un secteur comme celui-là, même si certains se battent pour s'arrimer? Comment comprendre que très peu de structures respectent le principe de sécurité des employés dans les établissements industriels, les chantiers de construction, travaux en hauteur, établissements commerciaux, administratifs, mieux dans les infrastructures routières ou portuaires, ou même dans les moyens de transport et les chantiers du Cameroun? Comment comprendre que le simple principe de base pour le travail en hauteur ne soit jusqu'à ce jour pas du tout respecté dans ce pays? Comment coule-t-on les dalles? R+1, R+2. D'où vient la main-d'œuvre qui coule la dalle? Comment sont-ils protégés? Comment le béton est-il tourné? Autant de points d'interrogation. Savez-vous que les travailleurs dans ce pays sont susceptibles d'être exposés à plusieurs risques? Et d'ailleurs, ils le sont. Prenons par exemple les travaux aux risques aux équipements de travail, machines et outils, véhicules. Combien de jeunes n'ont pas encore été heurtés par les parties mobiles en mouvement des machines, écrasement par des chutes d'objets ou des véhicules, coupures et perforations par les outils de travail, projection des particules solides, copeaux de métal, de bois ou de roche. Combien de personnes n'ont pas encore été victimes de matières incandescentes, contraintes posturales et visuelles et gestes même répétitifs? Allez voir dans les chantiers, vous allez vous rendre compte. Combien de jeunes n'ont pas encore ou ne sont pas exposés aux substances toxiques? Substances toxiques, chimiques, biologiques. Dans le chimique, on a les expositions à des substances chimiques par inhalation, ingestion ou contact cutané, produits gazeux, liquides ou solides, produits cancérigènes, mutagènes, toxiques, corrosifs, irritants, allergisants. Dans le secteur biologique, combien de jeunes ou de personnes n'ont pas encore été infectées ou alors exposées à des agents infectieux, bactéries, parasites? Ah oui, il faut se poser toutes ces questions. Combien de personnes au niveau des méthodes de travail n'ont pas encore subi? Il y a dans certaines structures des gens qui travaillent de 6 à 18 heures debout. Interdiction absolue de s'asseoir. Il faut marcher, manger même debout. Voilà les conditions dans lesquelles beaucoup de personnes travaillent. N'allons pas voir ceux qui travaillent dans la nuit, ceux qui font le travail de nuit, à l'extérieur ou isolés. Là, il faut comprendre. Comment comprendre que les simples règles de circulation des engins dans les entreprises ne soient pas du tout respectées? Comment comprendre le fait que même les 10 principes de base de conciliation ne soient pas du tout respectés? Comment comprendre que même la distribution des épis
équipements de protection individuelle ne soient pas du goût de certains patrons dans les BTP? Comment comprendre l'ignorance tacite des ouvriers au sujet de l'ensemble des pictogrammes représentés? Ce n'est pas tous qui savent lire, interpréter les symboles, tous ces pictogrammes qu'on représente parfois sur certains produits. Comment comprendre que ceux qui évoluent dans les grandes menuiseries n'ont même pas de cache-nez? Comment comprendre que ceux qui travaillent dans les zones industrielles qui manipulent ne soient pas protégés par des combinaisons propres? Comment comprendre finalement cette surtaxe que font, cette surfacturation que vont même jusqu'à faire certains patrons? On vend tout, pourtant tout peut s'obtenir dans le marché noir. C'est la colère de Charles Lamel de ce matin qui pose le problème de la sécurité dans les chantiers, bâtiments et travaux publics de ces ouvriers, ces manœuvres qui risquent leur vie à chaque seconde passée sur ces différents chantiers. Cela pose donc de nombreuses questions. On va d'abord définir avec vous, Mbambor, le cadre légal de cette question importante sur ce plateau ce matin. Oui, Eric, Charles Lamel a parlé des EPI tout à l'heure, les équipements de protection individuelle. C'est ce que dit d'abord la législation, c'est-à-dire qu'on suppose que vous avez un agrément, vous avez une licence de construction, vous êtes reconnu comme une entreprise de BTP, de bâtiments de travaux publics, vous êtes reconnu comme une entreprise industrielle, une menuiserie, quoi que ce soit. La première règle, lorsque vous recrutez les gens, est-ce qu'ils sont protégés dans leur environnement? C'est ce que dit la législation au Cameroun. Maintenant, les inspecteurs de travail ne vont plus regarder lorsque tel a gagné le marché pour savoir si j'avais dit la main d'œuvre déclarée, 6, 7, 8 personnes, ils sont vraiment protégés par rapport au travail qu'ils ont à effectuer. Maintenant, vous voyez le chantier qui est devant nous. D'abord, même les gants. Au niveau des mains, ils n'ont même pas de gants, ils n'ont pas d'échelle. Regardez comment on coule une dalle qui a R plus quelque chose. Donc là, il n'y a personne. Au niveau de la tête, il n'y a personne. Personne n'est protégé. Personne n'est protégé. Et une chose curieuse, c'est que le chantier se fait, j'allais dire, dans une zone urbaine. Ça veut dire que tout le monde passe. Tout le monde passe, même les autorités qui ont délivré, semble-t-il, le permis de conduire, de bâtir, voilà, le permis de bâtir, peuvent passer là et dire, bon, ah oui, cet immeuble, oui, il y a un permis de bâtir. Mais ça ne devrait pas se limiter à ça. Le contrôle devait continuer jusqu'à voir comment les gens sont protégés, jusqu'aux heures de repos. Parce que lorsqu'on parle des heures de repos pour les camionneurs ou autres transporteurs, et aussi, ils doivent avoir les heures de repos. Il a travaillé. Est-ce que ces chantiers doivent être fait de nuit? On ne sait rien. Dernièrement, encore à Bonapiso, je pense qu'on a eu un cas où un ouvrier était tombé était calé entre les dédales et tout. Bon, oui. Voilà précisément parce qu'il n'y avait pas de protection. Donc, on les laisse et personne ne veut s'arrimer à la réglementation. Donc, en réalité, toutes ces entreprises-là devaient être, j'allais dire, recyclées ou corrigées. Mais malheureusement, les autorités qui ont la charge de contrôler ces travaux il y a une absence totale de régulation. Un laxisme. La régulation existe, mais il y a un laxisme de la part de ceux qui ont la charge de veiller au bon fonctionnement de ces chantiers, surtout lorsqu'on parcourt certaines rues à Douala, on voit souvent ces ouvriers qui font peut-être de la peinture ou posent des carreaux à des distances, mon Dieu, kilométriques. Et le drame, se pose des questions. Même pendant la pause, les femmes qui font les tournes d'eau viennent avec leurs assiettes à côté du ciment, là où on tourne le ciment et tout, et là où ils achètent leur nourriture pour leur casse-croûte. Voilà. Il y a d'autres questions qu'on va soulever ce matin sur ce sujet précis, mais tendance... Merci. Toi, tu me demandes que... Tu sais, j'ai même pas dit. Tu n'as pas les femmes qui vendent le casse-croûte là-bas? Je ne refuse... J'essaye à les femmes, les mamies chop, on les appelle mamies chop. Mon problème, c'est sur les gens qui se baladent et demandent le permis de bâtir. Quand vous demandez l'argent entre dans quel compte? Non, parlons pour mes vrais, l'argent entre dans quel compte? Et les gens là ont le flair. Même si tu construis une maison à Douala, même si c'est au fin fond de Penambeko, Mboko, les gens vont venir, les gens du permis de bâtir vont venir se renseigner. Quand vous vous renseignez et que vous voyez les gars qui n'ont pas de casque, ça ne vous dit rien. Ce qui vous intéresse,
c'est de prendre l'argent. Le lendemain, notre groupe passe. Pour finir, on ne connaît même pas les vrais gens qui viennent demander le permis de bâtir. Aujourd'hui, celui-ci passe, il demande sa part pour lui, bonbon. Après-demain, encore l'autre vient, il demande pour lui. Tu mouilles la barbe, il part. Vous vous moquez de qui? Le pays, c'est en principe, même un entrepreneur, même si pour gagner un chantier, il doit avoir tout le matériel. En principe, oui. Les bottes, les pelles, les brouettes, les casques pour sauver nos enfants. Aujourd'hui, tu vois un entrepreneur, quand il gagne un marché, ce qu'il fait, c'est qu'il part peut-être au fin fond du village, il choisit 2 enfants qui ne font rien, qui n'ont jamais appris, qui ne connaissent rien de ce qu'on appelle le ciment. Il les amène à Douala. C'est comme ça que les enfants travaillent sans gants, sans rien. Voilà. Demain, quand les problèmes commencent, on commence à dire que c'est le gouvernement qui a fait ceci. On va vous obliger à mettre les casques dans les chantiers. Parce que quand il y a un accident, quand quelqu'un meurt, c'est toujours nous qui perdons. Ouais. C'est obligé, vous allez porter les casques et les gants. Qui toisent la mort à chaque seconde sur ces chantiers. Et on va le dire, hein, pour ce qui concerne les travaux publics, les bâtiments et tout, on peut également questionner la procédure, le processus du marché public, d'octroi de marché public, parce qu'après, on sait qu'il y a la corruption qui tourne autour et qu'après, ces équipements de protection individuelle dont vous appelez ici, pose un véritable souci de financement, d'argent à avancer. Et pour eux, c'est justement pas acceptable de pouvoir avancer de l'argent aussi lorsqu'on sait qu'on a dépensé pour corrompre, voilà, à ce niveau-là. Megui, c'est une grande question, ça. Hein? Ben oui, la sécurité dans les entreprises, les bâtiments, c'est un réel problème parce que quand aujourd'hui on va dire par exemple la ville de Douala, elle est pratiquement en chantier, il y a des chantiers un peu partout et parfois quand même on passe, on observe et on se demande bien en regardant les personnes qui travaillent dans ces chantiers-là si il y a un réel contrôle. Alors je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas s'il y a une commission qui, je ne sais pas d'enquête par exemple qui se rend dans des chantiers pour voir comment est-ce que les personnes qui travaillent dans ces chantiers-là sont protégées, pour se rendre compte de ce que, effectivement, les règles de sécurité, même à l'encontre des passants, parce que ça, il faut le dire, vous avez des immeubles qui poussent le long des rues, il y a des trottoirs, il y a des, comment vous appelez ça, des échafaudages, oui, voilà, oui. Des échafaudages où tout peut partir, vous avez des grues qui surplombent des rues. Alors, surtout ces grues, parce que plusieurs fois on est passé sous certains immeubles, on a eu peur peut-être que, voilà, que cette grue dégringole. Et il y a des gens qui passent en dessous. Donc, c'est normal qu'il y ait des mesures prises pour assurer la sécurité. Est-ce que vous avez l'impression, vous, à l'observation, que ces mesures-là sont prises et qu'effectivement, il y a un réel suivi? Parfois, moi, en fait, mon attention est plutôt attirée par les personnes même qui travaillent dans ces... Parfois, vous voyez des gens qui n'ont pas de casque, justement, qui n'ont pas de gants, qui n'ont pas de bottes. Quand on sait que dans des chantiers, il peut se trouver un clou par-ci, par-là, on sait qu'une pierre peut se détacher et atterrir sur le crâne de quelqu'un. Donc, il y a déjà tous ces équipements-là qui ne sont pas forcément visibles. Et ça, c'est un problème. Maintenant, pour parler sur le plan général, je ne pense pas que la sécurité des uns et des autres soit vraiment assurée. Si déjà, on se base sur le fait que parfois, le matériel même de construction est approximatif, est de qualité douteuse. Voilà. Quand on peut observer, ce matériel défectueux. Voilà, justement, on observe de plus en plus des bâtiments qui s'écroulent, des immeubles qui s'effondrent, et on observe beaucoup de choses dans ce genre, des glissements sur des fondations. Donc ça nous ramène justement à dire que effectivement beaucoup de mesures ne sont pas prises en compte. Et qu'il y a un travail à faire sur ce point-là. Donc quand on parle de sécurité dans des entreprises, en fait, des entreprises de construction, il faudrait que toutes les mesures soient mises en place pour assurer cela. Mais si aujourd'hui, de façon visible, c'est-à-dire qu'au vu de tous les dégâts qu'on peut constater sur le plan des effondrements d'immeubles et tout, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème déjà quant à la qualité des personnes qui travaillent sur ces chantiers-là, quant à la qualité du matériel qui est utilisé, et vraiment ça fait rentrer beaucoup de choses en compte. En compétition. Et justement, lorsqu'on en parle ce matin, parce que j'entends le mot EPI, équipement de protection individuelle, c'est un gros mot ça, hein, parce que quand vous en parlez, Jean Lamel, j'ai envie de sourire, parce que on observe bien au quotidien que ces employés, ces ouvriers, ces manœuvres n'ont pas tous ces équipements, et tout à l'heure je l'ai dit parce que c'est très important la corruption qui est autour de ces chantiers.
Parce que lorsqu'un individu entrepreneur a gagné un marché, et que pour ce marché-là, il a dû avancer des frais pour corrompre ici et là, des sous-tables, des pots de vin, vous n'imaginez pas ce monsieur venir encore avancer des frais pour faire l'achat de ces matériaux, de ces matériaux de protection-là, quand même. Alors, il faut dire que Eric Fopoussi, on ne respecte rien au Cameroun. C'est le malheur, c'est qu'au Cameroun, lorsque vous voulez faire quelque chose, on vous dit le Cameroun, c'est le Cameroun. On va faire comment? On va faire comment? Ya boya alors. Lorsque vous voulez vous plaindre, on va vous dire c'est le fils de X ou c'est le fils de Y. La preuve, la rue qui est juste à côté de la rue Jameau, a été barrée toute une nuit par des militaires armés jusqu'aux dents parce que c'était la sœur d'une ponte de régime. On a bloqué la rue avec des hommes avec les armes, or que c'est les obsèques. Donc même les cadavres, on protège déjà avec les armes. Il faut voir jusqu'à quel point il a laissé aller. Pour revenir au sujet, Eric Fopoussi, je vais vous dire que la première protection, c'est l'environnement chantier. Ici, à quoi? Que ce soit la rue Bernabé, que ce soit la rue Fauche, que ce soit la rue Jameau, que ce soit la rue Gallieni, l'ensemble des rues de tous ces blancs-là qui on a donné, les rues, lorsque vous voyez des chantiers là-bas, la grue est pratiquement sur le trottoir. A-t-on respecté le piéton? La grue en mouvement, il n'y a personne pour stopper les véhicules. On récupère les papins, on fait monter. Parfois la charge est plus forte, ça lâche, le câble lâche, ça redescend. Vraiment. Nous sommes en ville. Vraiment. Pas de protection urbaine. Pas de protection même dans les périphéries. Il faut dire donc que voilà le premier problème. Les chantiers naissent à Douala, ça monte, les grues sont implantées, on ne se gêne pas, c'est sur la rue, les usagers continuent à passer, tant pis si quelqu'un reçoit ça sur le capot de son véhicule, c'est pas leur problème. Alors, voilà le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'accès au site. Qui a accès au site? Comment a-t-on accès au site? Pour donc avoir accès au site, il faut avoir les épis, un casque, des bottes, des gants, suivant le département dans lequel on va. Ceux qui vont tourner le ciment, encore que dans les chantiers, on n'est plus appelé à avoir des gens qui de façon manuelle tournent le ciment. Il y a des appareils pour cela. Aujourd'hui, vous allez retrouver des gars qui entrent, ils ont des tennis, des pantalons jeans. Vous les voyez avec des tenues, des chemises, des culottes, ils rentrent et on les laisse accéder au site. La troisième chose... Il y en a d'autres qui ont des petites qui leur rendent visite sur le site. Sur le site. Oui. Et qui sont habillés en mini-jupe. La conduite à tenir sur le site. Lorsque vous arrivez, il y a un maître qui vous reçoit. Monsieur, vous allez où? Vous ne pouvez pas accéder à telle zone sur ce chantier dangereux. Vous allez vous contenter d'aller là. On prévoit des aires pour circuler. Ce n'est pas ça dans les chantiers. La preuve, regardez comment c'est qu'ils tournaient le béton, qu'ils coulaient la dalle. Ils travaillaient aux abords. Il faut se poser, et enfin, il y a la protection des employés. Que ce soit dans les usines, que ce soit dans les entreprises brassicoles, tous, partant de la chaîne de montage jusqu'à la chaîne de livraison, vous allez vous rendre compte que c'est les mêmes problèmes. Vous avez des gars, par exemple, j'ai un monsieur que j'ai rencontré qui est pratiquement sourd. Il utilisait les machines qui faisaient vibrer le son là. Le bruit que ces machines font par rapport à l'oreille, au tympan, il utilise, au contrôle auditif, il utilise ça pendant 6 heures, 10 heures tous les jours. Même le corps a la propre vibration que cela provoque sur son organisme. Est-ce que l'entreprise est capable de pouvoir dédommager? Je ne pense pas. Ça, il faut le préciser. N'en parlons pas pour les chantiers. N'en parlons pas pour l'autre chantier où vous avez des individus qui arrivent à qui on confie la gestion, on va dire, d'utiliser certains produits. Mais vous allez vous rendre chimique. Compte. C'est, comme on le dit, c'est extrêmement grave ce qui se passe. On se pose toutes les questions en ce qui concerne le Cameroun. Où va-t-on? Et on se dit au final que la solution à peut-être envisager, c'est de pouvoir changer l'ordre dirigeant au Cameroun, pouvoir mettre d'autres personnes à la place de ceux qui sont là maintenant, pour voir si effectivement les choses changent. Mobok, là on questionne ici tout ce qu'on a dit ici, mais on se rend compte qu'il y a des mesures, deux poids, deux mesures. Il n'y a que les ouvriers étrangers, des chantiers où il y a des Chinois, Européens qui arrivent au Cameroun. Ils sont à l'aise, ils n'ont pas de problème. Mais les Camerounais sont traités comme du bétail et là, ça pose un vrai problème. Oui, un très, très vrai problème, un grave problème même. Vous ne l'imaginez pas. Je serais obligé d'en parler ici. Il y a 5 ans, une entreprise camerounaise comme qui louait le matériel, la Razel,
Et Ketch a fermé précisément parce qu'on lui fait un redressement fiscal de 2 milliards et Razel est en train de monter. Voilà un intérêt. Vous voyez des Chinois, en principe, à qui on confie la construction des immeubles là où il ne devrait pas en avoir. Pourquoi je dis là où il ne devrait pas en avoir? C'est que vous regardez un quartier où la construction est anarchique, comme Bonapriso. Avant, ce quartier était construit avec des maisons de taille qui n'avaient pas des maisons véritablement en étage. Ou bien on réservait les carrés où on pouvait faire des maisons en étage. Aujourd'hui, vous pouvez venir un matin, vous décider de faire une maison en étage. Et l'essentiel des chantiers sont confiés aux Chinois. Et le Chinois, il vient d'abord, comme disait Tendance tout à l'heure, bon, on leur recrute n'importe comment, et personne, vous ne pouvez même pas, non seulement vous n'êtes pas protégé, même les 1000 francs, 1500 par jour qu'on a promis vous donner, on ne les donne pas. Vous voulez vous plaindre auprès de la communauté urbaine qui a délivré le permis de bâtir, de l'inspection du travail qui ne veut pas, personne ne vient, personne ne dit rien. Précisément parce que les Chinois bénéficient d'une certaine protection au niveau de l'administration. Oui. Maintenant, les nationaux sont lésés, il faut le dire. Absolument. Maintenant, vous avez vu les Camerounais qui essayent de se lancer, on leur dit, ils se débrouillent. Vous avez parlé de corruption tout à l'heure. Effectivement, vous allez gagner un marché. Je prends même les plus bas marchés. Là où on parle de 4-8, parce qu'il y a des marchés qu'on sectionne. Vous voyez, pour que celui qui est en la charge, celui qui a le marché, vous les donnez de gré à gré. Donc, parce que quand le marché atteint 5 millions, il faut faire un appel d'offres. Il faut donc l'amener à 4-8, 4-8, 4-9. Oui. Là, maintenant, vous donne. Généralement, c'est des salles de classe. Mais regardez nos salles de classe. Généralement, on vous dit, vous construisez une salle de classe qui doit avoir telle dimension parce que on pense avoir 60 élèves. Non, bon, restons sur la sécurité sur ces chantiers-là. Effectivement, on se demande, est-ce que lorsqu'on a avancé dans un cadre de marché gré à gré quelques frais de sous-table et pots de vin, est-ce qu'on peut, lorsqu'on va le réaliser ce marché, avoir de l'argent suffisant pour pouvoir assurer, garantir la sécurité sur ces marchés-là? En principe, on ne devrait pas donner un marché à n'importe qui, même les marchés de gré à gré. Oui. On devrait regarder votre surface financière pour réaliser le marché. Et alors une surface financière et votre relation avec la banque. Est-ce que la banque peut vous avancer? Parce que généralement, quand vous gagnez un marché, on doit vous donner le tiers une avancée. Mais il se trouve que vous, dans les pots de vin dont vous faites allusion, quelqu'un a dépensé un peu plus. Maintenant, au niveau du trésor public, il n'a pas eu cette avance pour démarrer le chantier. Il se débrouille. Donc, on n'a pas pris, voilà, on n'a pas pris soin de regarder sa surface financière ou alors de l'aide de crédit. Est-ce que la banque peut venir en appui par rapport au chantier? Non, on ne regarde pas tout ça. Donc, c'est ça qui fait donc que on ferme les yeux sur le fait qu'il peut faire travailler les ouvriers sans gants, sans bottes, sans casque de la tête. Et ça ne gêne personne au final, et on se dit effectivement qu'il y a de nombreuses défaillances à tous les niveaux de la chaîne, Charles Hamel. Mais il faut préciser que quand vous parlez de chaîne, ça suppose qu'on respecte le travail de chacun. C'est-à-dire, il y a ceux qui font la fouille, il y a ceux qui font l'élévation, oui. Il y a ceux qui frappent les parpaings, ceux qui font l'élévation, ceux qui font la ferraille, ceux qui font la charpente et celui qui tôle. Ah oui, ça c'est quand on respecte. Mais ce n'est pas ça. On prend chez nous le 5 en 1. C'est la même personne qui fait les fouilles, qui frappe les papes. Et qui sera plombier et électricien. Qui sera plombier, qui sera charpentier, qui sera électricien. Voilà comment on fonctionne. Mais c'est ça, il faut le dire. Non, on vous dit qu'on va réduire les coûts. Vous avez abordé, vous avez dit quelque chose d'assez grave tout à l'heure en parlant des pots de vin. Est-ce que parce qu'on vous a donné un marché, vous êtes obligé de donner les pots de vin? Vous réalisez sur la base de quoi? Parce que ce que vous déposez comme document, vous dites je peux réaliser cet immeuble à hauteur de 500 millions. On vous donne les 500 millions sur la base de ce que vous avez fait. À moins que vous-même vous avez une mauvaise foi dans la constitution de votre devis. Absolument. Alors si on enlève, sur 500 millions, on enlève 300 millions ou on enlève 200 millions, ça veut dire que vous allez faire un travail bâclé. Conséquent, vous allez surplomber les gens à la tâche. C'est là que vous allez voir un gars qui est censé être maçon, mais qui se retrouve à subir le poids ou à prendre un clou. Alors que le secteur des ferrailleurs, de ceux qui travaillent avec la ferraille, vous allez voir quelqu'un dans ce travail, être sur la ferraille, vous apprenez qu'il a chuté parce qu'il est en hauteur en train de faire la charpente. C'est ça.
On fait à peu près, on fait tout pour ne pas mettre les gens à l'aise. À Et l'aise. justement, Chalamel, j'aimerais vous entendre sur ce point précis de la boîte à pharmacie, de la santé, de Ah, l'économie. non, franchement, non. Vraiment, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Begui a parlé tout à l'heure, même le simple clou qui frôle quelqu'un, même les antitétanes. Non, vous Dans débrouillez. un chantier pas très loin de Férouz Bessengue, gouverneur de chantier, un employé a pris un clou, justement parce qu'il avait une tennis. On est venu, la première question qu'on demande, tu as pris l'antitétanique. Il regarde le maître, il dit que l'antitétanique, pourquoi? Vous voyez ce scandale? C'est Ça un veut dire- c'est scandale. scandale. Oui, Ça veut dire c'est que de grave. manière arrivée, il ne sait pas qu'il doit prendre. En termes de vaccins, il y a des vaccins. Il y a des électrocutions sur les chantiers. Sur des chantiers, absolument. par exemple. Quelles sont les mesures d'urgence qui peuvent être Est-ce prises? qu'ils savent d'abord Oui. comment éviter justement ça? Est-ce qu'ils savent des Est-ce qu'ils sont briefés au départ? Non, Parce que- Mbeki permet la souffler en te disant que le maître d'ouvrage commence par dire au gars que tu d'abord en direct. Je n'ai pas compris, je ne suis pas encore allé payer Ouais, tu ouais, d'abord en direct. Moi, l'expression tu d'abord en direct, on va voir le reste après, Mbeki. Tout à fait. Donc, c'est assez grave ce qui se passe et on se rend compte, et je l'ai dit tout à l'heure avec à suffisance, à foison, c'est qu'effectivement, ces ouvriers toisent la mort à chaque seconde sur ces Absolument. chantiers-là. Oui, oui, absolument. Voilà, C'est le le pays Cameroun, qui est dur. on va faire Le comment? Dans son Cameroun est difficile. dur. On fait tout au rabaisse dans ce pays, hein, Il va et tout le aller monde faire trouve son ça affaire. normal au final. Non, les Tout le temps monde sont trouve ça difficiles. normal. Vous allez demander à quelqu'un, c'est quoi ta spécialité? Ah non, maman, moi je suis Mais pluridimensionnelle. c'est ce que je vois, je fais. Je suis pluridimensionnelle. Vous allez prendre quelqu'un pour le carrelage. Oui. Il va vous proposer des services d'électricien, Électricien, de plombier, plombier, plombier. de- Mais c'est tout le pays, on va faire comment? Tout ça devient. ça Et va. justement, je regardais une situation la dernière fois où en Europe, on vous demande, vous êtes plombier, d'avoir une licence de plomberie. Hein, c'est important. Est-ce que les plombiers, les manœuvres, les maçons ont une licence? Est-ce qu'on leur octroie? Parce que pour exercer, il va bien falloir avoir un agrément. Chalamel. Eric Fopoussi, Ouais. cherchez, vous avez réussi à trouver un plombier depuis ce dernier temps à Douala? Non, depuis Vous au voyez moins un plombier 10 à ans. Douala ce dernier temps-ci? Depuis 10 Vous marchez ans. encore, vous voyez une plaque plombier, bien vous allez toquer à Ouais. la porte ici, voici plombier. Ça n'existe plus. Les gars sont sur les motos. C'est compliqué. Alors, on va aller prendre quelques réactions de nos téléspectateurs qui nous regardent avec plaisir ce matin. Megui, quelques messages. Oui, Eric, donc on a ce premier message à propos de la colère. Vraiment, les chantiers au Cameroun, c'est de l'esclavage. Ici, à la zone industrielle de Bassa, les gens meurent chaque jour. Et personne ne dit rien, Voilà. personne ne parle, c'est sous silence. Au final. Alors, les marchés se passent entre les familles et les copains, d'où l'inachèvement de nombreux chantiers. C'est Charles depuis Douala. Alors, on a cet autre message, c'est le gouvernement qui devait mettre un terme et des sanctions en place pour tous ces risques dans les entreprises. Le gouvernement qui a tout à fait démissionné de ses fonctions de suivi de ces règles-là, et c'est dommage. au final. Voilà, donc le paradoxe, c'est que les ouvriers acceptent et supportent de travailler dans ces conditions. La précarité et le chômage amènent la jeunesse à se sacrifier pour le moindre pain quotidien. Jean Elvis à Douala. Voilà. Et donc, on est à se dire que tout ceci est extrêmement grave. Megui a un dernier message, vous sent Oui, chaque engagé. ouvrier Allez-y. sérieux devrait acheter lui-même son casque, ses bottes et Ah ses bon gants. Ouais, c'est Il ça. touche Ah combien bon, hein? Il touche combien Il touche combien Vous venez, vous savez même pas si on va vous recruter Vous dans le recrutez. chantier en Voilà. question. Donc vraiment, il faut, Non, en il principe, faut non. laisser, il faut dire les choses clairement. Sur ce plan, le gouvernement a complètement foiré. Il y a des choses à faire et il y a du travail, il y a du boulot, chers messieurs, sur cette question précise. Et c'est sur ce qu'on va donc mettre un terme à ce sujet, mais également pour cette première partie de votre émission 10-12, le Zénith. On se retrouve, mesdames, messieurs, dans un court instant sur votre chaîne de télévision, la numéro 1 et de loin. Dire que Jean-Pierre Sommet reste toujours au sommet de son art. On s'est donc souvenu de cette belle chanson sur Equinox Télévision. On a dit la numéro 1, non, c'est le numéro 1 Equinox Télévision pour bien sûr faire le rectificatif. Megui, quelques messages pour entamer cette deuxième partie. Oui, on est sur la page de l'émission 10-12, le Zénith, où Jacques Otumbo réagit à propos de l'histoire du jour. Protégeons les femmes. Celle qui a pris la mèche sans payer devait toujours venir payer. Le plus souvent, la femme
femme peut être fatiguée et oublier qu'elle a mis des mèches dans son sac sans payer. Bonne journée à tout le plateau. Oui, Donc, ça peut être une solution, c'est ça une peut possibilité. c'est une possibilité. Faut pas- Ouais, c'est une éventualité qu'il faut surtout Il y a par pas exemple, louper. il y a par exemple des gens au marché qui vendent des accessoires pour femmes, des barrettes, des chichis et tout. Vous pouvez essayer un truc et puis après vous oubliez de l'enlever en Voilà. essayant Même au de... salon de coiffure, euh, parfois on vous- oublie la serviette. Voilà, vous Au pouvez cou. avoir la Vous le faites serviette par ou bien je inadvertance. sais pas et puis Même en le pain, partant- Une éventualité Voilà. vraie dans le cas où vous avez l'habitude d'acheter dans cette boutique. Une éventualité vraie dans le cas où vous avez eu à faire même des achats ce même jour dans cette boutique. Mais une éventualité fausse. Si vous êtes rentré, vous avez testé, vous avez récupéré. D'accord. Autre message, Megui. Alors donc, on a Emmanuel NMJR officiel, voilà c'est son nom, hein, et qui nous dit... non, on va pas lire ce message parce On va lire ce qu'il ne message. il ne réagit pas à propos réagit des pas, différentes c'est un message histoires. effectivement pour nous encourager. Tout Merci à fait. beaucoup, très cher ami. Voilà, donc le domaine technique au Cameroun est laissé en pâture. Même les Indiens nous font de l'esclavage. Dave à Douala. Mais que voulez-vous lorsque on vous montre que L'inspection la du vie d'un travail ne Camerounais fait rien, est voilà. moins importante que celle d'un Guinéen, vous voulez que ça fasse comment? Voilà, cette femme a non seulement les amis qui la dépassent, raison pour laquelle elle voudrait aussi faire comme elle, et aussi elle peut être le genre de femme qui est habituée qui est habituée à de belles choses, et le jour qu'il n'y a pas, elle se met à voler parce qu'elle n'est pas habituée à la pauvreté. Au manque, donc du coup, elle rattrape cela par le vol. Non, là, c'est pas acceptable ça. C'est inacceptable, il faut le dire. Bonjour, la dame est dans le besoin. Maintenant, pourquoi vole-t-elle? C'est une autre question et j'aimerais demander la différence entre... donc voilà, non. Corrigeons simplement. Il y a oui. aussi des femmes qui attendent toutes de leurs époux et c'est pas bien. Arnaud de Douala. Après aussi, une femme même peut me garder sur l'argent de ration, 500 francs par jour, je mets dans la caisse. Après, elle achète ta greffe. Il y a les greffes au marché de Colo, 1500 francs. Oui. Faire preuve d'économie, de bonne gestion financière. Donc on a Yannick depuis Ndiki qui nous dit cette femme est un oiseau, elle vole depuis son bas âge. Ce n'est pas la faute de la ration, c'est son habitude. Un oiseau qui vole, qui vole. Je pense que son mari va désormais prendre conscience de ceci qu'il devra plus s'occuper de sa femme. C'est-à-dire surtout le plan éducatif. Le plan, il faut qu'il éduque sa femme, il amène sa femme à comprendre. C'est une honte pour le mari aussi. C'est la plus Absolument. grosse C'est de la toutes les plus- hontes. C'est la plus grosse de toutes les Oui, hontes. elle est que on Mais vous annonce que votre femme a été attrapée au Même marché même dans parce sa- que voleuse. Même dans sa société, la société de l'homme, il ne va pas être en paix. Parce qu'il peut parler à qui dans la société? On va dire que l'homme que sa femme est partie voler au marché est C'est Mabanda. rendu public aussi. L'homme hein. qui ne donne rien à sa femme jusqu'à elle vole là. Vous suivez vos maris, même vos enfants vont pas être en sécurité. Voilà. c'est L'enfant va parler à l'école, on va dire que n'est-ce pas ta mère vole. Imaginez. que Ça tend les nerfs, mais voleur, entre guillemets. Ta mère vole. Même la belle-mère, ça va la toucher. On va dire que maman, tu te souviens que la mère a son fils qui vit dans tel quartier à Douala, sa femme a volé dans tel marché tel jour. Ça trouble toute une famille, Megui. C'est énervant. Alors, cette femme a des yeux aussi longs que le bout de son nez. Elle souille l'image des femmes qui sont mères de l'humanité, la sœur de Ngaoundal. On va dire que ce sujet fait réagir, hein. Absolument. Clairement. Non, parce qu'il y a certains écarts qu'on Oui. ne peut pas, qu'on ne pardonne pas Qu'on aux ne femmes. pardonne pas aux femmes, oui. On ne doit les pardonner à personne d'ailleurs. Absolument, mais maintenant il y a un regard social. Hein. Il fait que quand l'homme il est braqueur, on le condamne, mais si on dit la femme aussi a braqué, vous savez, c'est. On tique là, un peu, le quand sera même. scandalisé Après, alors que on a les deux vu- sont On a condamnables. vu les femmes dont les maris ont été incarcérés dans le cadre de l'opération Épervier pour avoir détourné des vingtaines de milliards. On n'a pas vu la honte sur le visage de ces femmes. Hein. On n'a pas vu. Hein. On les voit comment elles vivent. Mais pour un peu qu'une femme a posé, regardez toute la honte qui Voilà, va peser c'est- sur c'est- l'homme. Peser c'est sur- le regard Oh, ouais, social. c'est vrai. Alors, on va donc arrêter sur les messages. Continuez à nous les envoyer, madame, monsieur, on les reçoit avec beaucoup de plaisir. Place maintenant avec Megui Dambou, la revue des réseaux sociaux. Merci infiniment, Megui. Merci. Je vous Eric. remercie d'abord parce que je sais pourquoi je le fais.
Ah d'accord, ah, je suis bien alors. Parce qu'on va évoquer un sujet très important ce matin, un sujet qui me tient à cœur. D'accord. Ah. Eh bien, voilà, en premier lieu, donc on va parler de ce sujet qui défraie la chronique désormais. Consternation générale, un père assassine ses 3 enfants et se réfugie dans une ambassade à Yaoundé. La scène macabre se passe mercredi, il y a 2 jours, 2 novembre 2017, dans la maison familiale au quartier Kondengui à Yaoundé. L'homme dont l'identité n'a pas été révélée a donc tué ses propres enfants âgés respectivement de 13 ans, 6 ans et 3 ans. Il se pourrait donc qu'il les a d'abord étranglés, ensuite il les a poignardés. Donc lui-même, de son propre chef, il est allé se rendre à l'ambassade, je crois, on parle de l'ambassade suisse, voilà, parce qu'il serait donc camerounais d'origine et de nationalité suisse. Il est allé se rendre et il est passé aux aveux. Donc les corps ont été retrouvés en début de putréfaction et c'est une nouvelle. On se demande jusqu'à présent quels sont donc les mobiles de ce triple infanticide. Notons que beaucoup de journalistes ont qualifié ce meurtre de drame familial, mais je voudrais qu'on reste sur le cas de meurtre parce que ça pose un véritable problème au Cameroun et c'est avec un ton grave, avec une gravité que j'évoque ce sujet, madame, monsieur, c'est que on est dans une société où tout va vraiment mal. Tout va mal et bon, j'ai envie de vous demander quelle est votre grille de lecture suite à ce meurtre. On ne va pas dire drame familial, mais à ce meurtre. Depuis 1 an environ, je n'ai cessé de dire que le ciel du Cameroun s'est obscurci. C'est obscurci. On a parlé ici à un moment donné des crimes rituels. On a parlé des accidents de circulation, un certain nombre de choses. Lorsque le ciel est obscurci, on aboutit fatalement à ce genre de phénomène où un homme assassine ses propres enfants. Quel que puisse être, j'allais dire, le délit ou le crime qu'a commis l'enfant, qu'est-ce qui justifie l'assassinat? J'ai vu un certain nombre de posés dire peut-être non, rien ne justifie l'assassinat d'un être humain qui préserve vos propres enfants. Et là, infanticide. Justement, le problème ici, bon, c'est vrai, ça s'est passé il y a 2 jours seulement, donc on nous dit qu'il est détenu à la direction de la police judiciaire à Yaoundé et que c'est lui-même qui s'était rendu parce que comme la loi aussi nous protège, parce que c'est ça aussi, il faut le dire, parce que la loi de 1968 sur la nationalité protège le compatriote là maintenant, parce que là il n'est plus camerounais, c'est un Suisse et il est allé à l'ambassade suisse pour dire je viens de tuer mes enfants et on le prend. C'est pour cette raison que vous voyez que même les autorités, je vais dire, traitent le problème avec un peu de retenue. Parce que là, ils ont quelqu'un d'une autre nationalité. Donc c'est un Suisse qui est venu assassiner les enfants. Est-ce que les enfants sont suisses? Les enfants sont camerounais? Pour le moment, je n'en sais rien. Donc on va donc regarder au niveau de la coopération judiciaire, qu'est-ce que ça prévoit, ainsi de suite. Donc, je pense que cet enfant, ce monsieur, c'est un criminel, et ce n'est pas, j'allais dire, je ne sais pas où il sera jugé, mais c'est un criminel, vraiment, rien ne justifie ce crime-là, ce qu'il a fait. Rien ne peut d'ailleurs justifier ce crime, ces crimes. Mais Guy, on est vraiment, je vous assure, hein, j'ai la bouche qui ne parle plus, je suis sous choc. Mais il n'y a pas de... C'est normal que vous soyez sous le choc, c'est pour... Je sais pas, quelqu'un... Penser qu'un homme ou une femme même puisse tuer, parce que déjà tuer un être humain, c'est quelque chose d'effroyable. Et ses propres enfants... Qui plus est, ses propres enfants. Ses propres enfants, 13 ans, 6 ans, 3 ans, on veut bien savoir qu'est-ce qui peut avoir motivé un tel acte. Moi, personnellement, je me demande... Qu'est-ce qui peut bien avoir motivé un tel acte? Est-ce qu'on n'est pas là en face d'un démon? Il faut se demander, est-ce que c'est une personne qui est encore normale? Il faut le savoir. Quelle que soit la crise qui existe dans le couple, parce qu'il paraît qu'il est avec la mère de ses enfants. C'est un couple qui a vécu en Suisse et puis sont revenus au Cameroun s'installer avec les enfants. Donc, on ne comprend pas qu'est-ce qui peut bien avoir motivé ce type d'acte. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas trop quoi dire. Alors, Chalamel,
je ne prétends pas aligner ou bien vous conduire sur un terrain, mais on est au Cameroun et on sait ce qui se dit dans les différents quartiers. On parle beaucoup de crimes rituels, de sorcellerie, de sectes, que de plus en plus de personnes ont une pression énorme dans les sectes. Est-ce que vous avez cette lecture de ce problème, de ce sujet macabre? Alors, je vais vous répondre simplement en disant que est-ce que ceux qu'on nomme à des postes de responsabilité prennent au moins connaissance du job description qui est le leur? J'interpelle deux ministères. Le ministère des Affaires sociales. Est-ce que le ministre connaît son rôle? Est-ce qu'elle connaît la fonction qu'elle occupe au sein de cette architecture gouvernementale et au vu de la société camerounaise? Premier point. Premier point. Deuxième point. Le ministre de la promotion de la femme et de la famille. Famille. Connaît-elle son job description? Lorsque vous entendez le ministre des Affaires sociales, c'est lorsque la première dame, Chantal Diaba, fait des dons pour les enfants. Oh, voilà le ministre de la promotion, sous la présence du ministre de l'assistance sociale, voilà, vous appelez ça quoi encore, des affaires sociales. Les affaires sociales. Lorsqu'on dit qu'on a attrapé les Nangaboko, on les a resocialisés. Vous voyez, madame le ministre des Affaires sociales. Elle est ministre des Affaires sociales de Nangaboko. Pour parler trivialement comme au quartier. Il y a une responsabilité. Elles sont tenues d'être au parfum de ce que les familles camerounaises ne vont pas du tout bien. Elles devraient toutes les fois, par semaine, par mois, organiser des plaidoyers auprès du ministre du Commerce pour alléger pour alléger le panier de la ménagère. Faire des plaidoyers auprès du ministre de la Santé pour essayer qu'on essaie de réduire les coûts, pour permettre aux femmes, aux familles de pouvoir quand même se soigner. C'est ça leur rôle. Et voilà, donc, on a abandonné. Oui. On a abandonné, elles ont abandonné, elles passent à autre chose, pendant que les familles souffrent. Les familles ont des problèmes. Dans quelles conditions ces gars sont-ils rentrés au Cameroun? Est-ce qu'ils sont rentrés parce qu'ils voulaient? Est-ce que psychologiquement ça allait encore? Est-ce qu'il n'y a pas de programmes qui sont prévus pour accompagner, resocialiser ces gens qui reviennent de l'autre côté? Alors je vais vous dire que c'est encore l'occidentalisation qui est en train de revenir nous trouver sur notre point de départ. En Afrique, ça ne se faisait pas. Mais ça ne se faisait pas. Chalamel, c'est trop facile. Allez-y, oui. Pour finir, je finis en disant que voilà une situation qu'on vit. Bien avant, on a eu le cas d'un monsieur en Belgique qui avait poignardé et tué la fille de sa femme parce que cette dernière voulait les quitter. C'était un Camerounais encore. Qu'est-ce qu'on a mis? Avant ça, on a eu le cas de Mme Dikoum. On a eu le cas de Mme Dikoum au Cameroun. Qu'est-ce qu'on a mis? Quels sont les paliers qui encadrent la famille? Est-ce que la femme, lorsqu'elle va se plaindre, elle est prise en considération aux affaires sociales? Est-ce que la femme, le ministère de la promotion de la femme et de la famille s'occupe véritablement des familles? Ah non, il faut poser les véritables problèmes. Et donc, pour bien vous comprendre, Chalamel, pour avoir un lien avec ce sujet, vous dites quoi au final? Vous dites que c'est ça qui peut justifier ces assassinats, ces infanticides? Ce n'est pas le premier cas. Ce n'est pas le premier cas qu'on raconte au Cameroun. Hein. Ça, c'est l'un des cas. Mais c'est encore plus grave. Parce que c'est fait par un Camerounais qui aujourd'hui est d'origine suisse, qui allait se réfugier. Je n'ai pas envie de commenter parce que ça fait mal. Ça fait mal. Mais sauf que vous, mettez-vous à la place. Mais sauf que vous semblez expliquer ce... Je n'explique pas. Je suis en train de dire que s'il y avait j'ai du mal à percevoir votre position sur ce sujet. Désolé. Je dis Eric Fopoussi, s'il y avait tout un encadrement qu'on avait mis pour pouvoir permettre aux gens psychologiques, ça peut être un trouble psychologique. Parce que la preuve, quand on est en train de dire, on dit qu'il allait saler, il a même fait les politesses avec ses voisins. S'il y avait un cadre, on allait éviter, on allait du moins limiter ce type de cas pour dire, je ne suis pas d'accord avec l'acte qui a été posé, je la condamne avec la dernière énergie. Voilà. Mais j'invite les autorités camerounaises à se saisir. Je serais content de voir le ministre de la promotion de la femme sur les lieux du drame. Oui. J'aurais été content de voir le ministre des Affaires sociales sur les lieux. Lorsqu'on tente de prélever le corps, pour dire effectivement, ils sont en train de travailler, mais chacune dormait chez elle.
Ok, Megui, on a compris en substance ce qu'a dit Charles Lamel sur ce sujet. Il a réussi à nous entraîner sur un terrain de responsabilité de 2 ministères précisément qui justement devaient avoir leur mot à dire pour éviter ce type de drame. Mais revenons quand même à tendance pour savoir qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme, parce que jusqu'à preuve du contraire, on se pose toujours cette question, qu'est-ce qui peut motiver, qu'est-ce qui peut amener un homme à faire ça? On va dire que c'est la jalousie. Que c'est parce qu'il est jaloux que sa femme et lui ne s'entendent pas. Je vois ça comme un film. Ah bon? Donc je vois ça comme un film qu'à l'époque on regardait à la télé, on disait que c'était le tricage. Donc ça arrivait même en Afrique. Si on ne parlait pas de Mimbo, je savais qu'on ne devait plus parler de Yaoundé. Le cas de Mimbo Mamé est fini. Maintenant c'est encore le cas du monsieur qui vient de chez les Blancs pour venir tuer les enfants au Cameroun. Papa, tant que tu pas, tu m'écoutes. Surtout les hommes. Tu peux même faire 8 enfants avec une femme, vous vous séparez. Quand ça arrive qu'on se sépare, vous savez qu'il a piqué ou ça fait mal. Comme meurt, on ne revient plus. J'imagine dans quel état la femme là est maintenant. C'est 3 enfants, pas 1. Même si c'était un enfant. Un enfant, 9 mois de grossesse, tu souffres. Deuxième, 9 mois de grossesse, tu souffres. Jusqu'à 3. Les gens vont dire non, que la femme s'est calme, elle va encore accoucher. Même si elle accouche encore, est-ce que ça va être les 3 enfants là? Non. Vraiment. Si vous dites que j'ai dormi, c'est que je mens. Il y a des moments, les choses se passent jusqu'à moi, mais demande si Dieu vit, si Dieu existe vraiment, si Dieu voit ce que certaines personnes vivent dans ces dehors. J'imagine ce que la femme est en train de vivre maintenant. Si ça dépendrait que de moi, l'homme ne fait pas la prison chez les Blancs. Tu fais ta prison au Cameroun. Lui, on m'a dit que non, il est suisse. On a eu un blanc qui avait fait la prison ici pour avoir tué une Camerounaise. Non, quand même. On l'avait mis à, je pense, Oui, à Rebelle. justement. Après, On l'avait mis non. pour avoir tué, on l'a mis. Après, on m'a dit que non, s'il n'est pas camerounais, on l'envoie chez les Blancs. Chez le Blanc, il va mourir là-bas, puis on va le laisser passer. On m'a dit que c'est un problème traumatisme, le gros français là. Oui. Fais ta prison au Il l'avait Cameroun. battu avec l'arme. Mais Voilà, moi, il faut. je pense. Oui, Wow. Megui, attention de ne pas griller l'arbre, je vous en prie. Ça Non, fait mal. Non, c'est pas Oui. de ça qu'il est question. Moi, je crois qu'on s'écarte un peu. Wow. On s'écarte vraiment. On a un triple infanticide. Vraiment, que ce soit un Camerounais ou que ce soit un étranger, il n'en demeure pas moins que c'est quelque chose C'est un individu. d'atroce. D'atroce. Donc, ce n'est pas plus grave que ce soit un Camerounais ou que ce ne soit pas un Camerounais. L'acte ne perd pas en gravité. C'est atroce. Donc, vraiment, je pense qu'on devrait, oui, s'interroger sur ce qui peut motiver. Et déjà que je ne trouve pas réellement des excuses, parce que d'aucuns ont parlé de peut-être que les enfants, il a découvert que les enfants n'étaient pas les tiens. Ce n'est pas la solution. Là, on a affaire à un acte de pure méchanceté. Barbarie. De barbarie. De cannibalisme. Que votre pour femme, aller- même supposons même que ce n'était pas ses enfants, ça n'explique pas un acte aussi cruel. Parce qu'on ne parle pas d'un enfant, on parle de 3 enfants. Ça veut dire que de sang-froid, il a pris le premier, il a étranglé. Il a étranglé. Il a pris le second, il a étranglé. Donc, ce n'est pas un accès de colère subi. Sinon, après avoir fait le premier meurtre, C'est-à-dire c'est prémédité tout ça. voilà, il se serait peut-être rendu compte de ce qu'il a fait, il aurait arrêté. Non. Il a poussé, c'est un jusqu'au boutiste, un extrémiste. Peut-être il a voulu faire payer sa femme, que sa femme paye pour quelque chose. Il s'en est pris aux enfants. C'est lâche. C'est lâche et c'est extrêmement méchant. Donc moi, je ne trouve pas d'excuses. D'excuses. À je moins sens- que ce Ah, soit ça. quelqu'un de malade. Parce qu'il y a des personnes Un qui psychopathe, sont... Il y a des c'est-à-dire malades. Ça, il faut pas le dénier. Le fou, ce n'est pas seulement celui qui marche nu. Il y a des personnes qui sont malades, qui vous présentent un comportement normal tous les jours. Et comme ça, de but en blanc un matin, Dans un accès de colère. voilà, on vous dit change, qu'il est c'est- sorti sans raison aucune. Il a tué des gens. Il y a des gens qui sont Alors, malades. cette émission, j'imagine comment les enfants l'ont souffert. cette émission a pour rôle d'éduquer, il faut le dire. Et on doit, dans cette émission, ce matin, réussir à éduquer et surtout à faire en sorte que ceux qui nous regardent puissent être vigilants. Hein, Chalamel. Oui, je voulais dire ceci, pour rester dans, et utiliser des expressions propres aux Occidentaux, c'est que lorsque vous avez un voisin qui tous les soirs gueule sa femme, organise des bagarres, appelez. Téléphonez. Oui. Ne vous contentez pas d'aller essayer de mettre la paix, appelez. Maintenant, c'est aux forces de l'ordre, de maintien de l'ordre, de savoir comment faire pour se déplacer
et venir véritablement entendre. Même s'il n'y a pas de procédure concrète, mais entendre des deux. Ça, c'est le premier point. Oui. Le troisième point, la question de psychologues n'est pas connue au Cameroun. D'ailleurs, on les compte, les psychologues que nous avons au Cameroun. Combien de Sont-ils bien formés, d'ailleurs? C'est une question qu'il faut se former parce que vous parlez qu'on est censé éduquer. Oui. Mais il faudrait aussi qu'il y ait des mécanismes qui soient enclenchés dans les différents ministères pour permettre aux gens, aux femmes, aux épouses d'aller se plaindre, aux époux d'aller se plaindre afin qu'on prenne leurs problèmes à bras le corps. Ça peut être en entreprise. Vous avez des gens qui ont un accès de colère, qui ont des comportements subis. Les patrons doivent être capables de dire, monsieur, allez consulter un psychologue, je voudrais avoir au finish, et vous le dégrez, vous le dégrez. Donc, je pense que c'est une éducation. Voilà pourquoi je dis que si on avait des ministères qui travaillaient, on serait à peu près sorti de l'auberge. Parce qu'on a eu ce cas de ce blanc qui a tiré à bout portant sur son épouse. Il a tiré à bout portant, c'est pas le premier cas. On a eu des cas, mais quelles sont les solutions palliatives? Des solutions, sauf que dans des cas comme ceux-ci, les ministères que vous interpellez vont arriver après que l'acte a été posé. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le don d'ubiquité pour se retrouver dans des foyers et pouvoir prévenir et pouvoir, moi je vois pas pourquoi il faut... Je suis d'accord, mais je dis après la succession d'actions comme celle-là, on doit réfléchir sur un plan de prévention. Mais par exemple, vous avez une famille normale. Un homme qui est normal, on dit très bien qu'il avait de bons rapports. Il avait de bons rapports avec ses voisins, vous l'avez dit. Mais je pense quand même que dans cette situation, il y a toujours quelques éléments. Il y a des éléments. Oui, mais il y a des éléments qui montrent quand même des éléments prémonitoires. Dans ce cas, je vais vous dire, il faut donc intégrer toutes les familles camerounaises. C'est de toutes les familles camerounaises dont on parle, pas d'une famille. Ministère de la promotion de la femme et de la famille. Oui, tendance. Mais regarde, moi je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas pourquoi on ne met pas la santé, Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas les photos de monsieur sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un monsieur qu'on doit publier ses photos matin, midi, soir. Non, on va voir l'assassin. Si. Je n'ai pas vu sa photo depuis le fouille, je ne vois même pas sa photo. Ça, c'est les photos qu'on doit publier dans tout le monde entier. Celui qui avait tué sa femme, son nom revient Jean Le Bousson. Jean Dubuisson. Non. Je connais l'histoire par cœur. Voilà. À cause d'une bouteille de whisky. Mais dis donc, étant marié même, tu n'es pas à l'abri des problèmes. Quand tu n'accouches même pas, on t'insulte bordel. Voilà une femme qui a accouché. Vous voyez que la femme n'a pas encore boire un verre d'eau comme ça jusqu'à avoir le sourire aux lèvres. Un peu plus mature jusqu'à avoir le sourire aux lèvres. Qu'est-ce qui peut encore faire sourire cette dame aujourd'hui? Rien. Mais avant... On a poignardé le cœur. Ça veut dire qu'on a arraché son totem. Oui, on a arraché ce qu'elle a de plus fort, de plus cher sur cette terre. Avant que Megui n'intervienne, j'aimerais, Mbombo Bengan, qu'on prenne peut-être des résolutions, on essaie d'explorer des pistes pour peut-être prévenir à l'avenir ce type de cas. J'attends que toucher l'individu. J'attends que la division de la police judiciaire nous donne les résultats de ces enquêtes. À ce moment-là, je pourrais me prononcer. Ok, voilà. D'accord. Megui, on va poursuivre avec un autre sujet qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on revient à Douala où des riverains ont assiégé l'agence Enéon de Koti à Douala pour cause de coupure intempestive de l'électricité. Les habitants du quartier Makepe-Misoke 1 se plaignent donc des coupures intempestives, des variations de tension. Ils sollicitent également l'amélioration de la qualité du service à Makepe-Misoke. Ils estiment qu'il y a des poteaux qui tombent, des câbles qui traînent sur les toitures et qu'il faudrait aussi remplacer les poteaux pourris et les transformateurs défectueux. Donc, ce n'est pas un cas nouveau, mais on a trouvé important justement de relayer cette information pour, je ne sais pas moi, encore interpeller justement les personnes qui sont en charge de la distribution de l'électricité parce que c'est un véritable problème. Surtout que les conséquences sont très graves. Beaucoup, peut-être sur ce plateau, ont vécu des cas d'appareils qui sont grillés, des cas où vous avez peut-être des produits qui périment parce qu'effectivement au frigo, au réfrigérateur, il y a eu ci ou ça. Des cas, des conséquences, on peut en avoir, on peut en citer, la liste est hyper longue. Alors Bombok, vous dites quoi? Que c'est une solution d'aller devant Enéo, de manifester? Vous dites quoi au final? Je dis en plus que tous les citoyens devraient chacun aller se rendre à l'agence la plus proche de son quartier, ou alors là où il paye, il règle ses factures, assiéger cette entreprise-là, concomitamment porter plainte contre Enéo.
Voilà, moi je pense qu'on peut amener des... Pourquoi je le dis? Lorsque le gouvernement en 2001 nous dit qu'on va privatiser ou même liquider la Société nationale d'électricité du Cameroun, ils ont relevé effectivement ce que nos compatriotes ont dit là, ils ont dit amélioration de la qualité de service. Voilà le terme qui a mené à la privatisation de la SONEL. Le premier et non de moindre à se plaindre, c'était le groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, au sein duquel la première entreprise à l'époque, SONEL, était membre. Je me rappelle encore de la déclaration du président du GICAM à l'époque, André Siaka, qui interpellait Mac Miller à l'époque en lui disant: mais vous avez promis, même le peu de courant, vous nous avez dit des délestages, donc on va couper le courant par séquence et de manière régulière pour une harmonisation. Mais le peu de courant que vous donnez est d'abord de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas la fluctuation. Non seulement ces entreprises s'étaient mis dans leur plan d'exploitation prévisionnel, à faire des dépenses qui n'étaient pas prévues. Vous vous mettez à acheter des groupes électrogènes à hauteur de 10 à 40 millions, 50 pour certains, et nous alors les ménages, les lampes tempêtes n'existaient plus, les bougies qui étaient que parce que nous n'avons pas assez de moyens, et il y a eu des incendies. Donc en réalité, la privatisation de la SONEL nous a amené à, j'allais dire, le terme est peut-être dur, mais à un assassinat du gouvernement. Le gouvernement va assassiner son peuple parce qu'il y a eu des incendies imprévus, parce que les enfants étudiaient avec la bougie, prise de sommeil, la bougie tombe, après c'est fini. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Okay. Donc aujourd'hui, je pense que nos compatriotes de Moussoké nous ont montré la voie. Il faudrait que les Camerounais s'élèvent, parce que nous n'avons pas de mouvement de consommateurs bien structuré. Nous devons prendre en main nous-mêmes et attaquer cette entreprise-là sur le plan juridique et de la part des soulèvements populaires. Alors, Charles Hamel, on nous a vanté des gros projets structurants tout récemment. On nous a dit le barrage de Memvele, le barrage de Lompanga, on a parlé d'une centrale thermique à Kribi. Tous ces projets censés améliorer notre quotidien. On a également mis en place une entreprise de transport d'électricité. Finalement, on se rend compte qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Encore un phénomène d'occidentalisation. Je vais vous surprendre encore. Allez-y. Oui, oui, je vous pour la simple raison que on passe le temps, nos dirigeants passent le temps à copier des modèles vus ailleurs, pensant que cela devra être une réussite totale sur le plan camerounais. Que non, parce que les réalités ne sont pas du tout les mêmes. On a commencé avec ce problème on a dit dans telle zone, on ne donne pas. Là où la route passe le développement, sur les zones où il n'y a pas de développement, on commence à donner la lumière de manière parcimonieuse, on va changer, on va faire. Ça n'a pas marché. On s'est rendu compte que lorsque vous traversez, vous arrivez même à Bois-Paki, le village Bois-Paki, ici la lumière est très importante au niveau de Bois-Paki. Lorsque vous nous allez en Ngouti, la lumière est très importante pour les gens de Ngouti. On s'est dit, ok, il faudra résorber. Non, on a des difficultés, on ne peut pas donner. On est parti à l'énergie, à des centrales thermiques. On a commencé avec le concept des centrales thermiques. Non, avec les centrales thermiques, c'est un modèle qu'on a vu en Tunisie, c'est un modèle qu'on a vu au Brésil, on a vu ces modèles. Ça va donner au Cameroun. On est venu avec les centrales thermiques, on s'est rendu compte que la consommation en termes de carburant était très élevée. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce que ça consommait plus? On a dit on revient donc au modèle de base, les centrales hydroélectriques. Non, on a mis des projets. Il faut construire à gauche, il faut construire à droite. C'est pour ça que je dis on est sur un terrain d'expérimentation où ceux qui sont censés diagnostiquer et régler les problèmes, viennent fonctionner. Le traitement par tâtonnement, c'est ça ce que nous sommes en train de faire au Cameroun. Comment voulez-vous que vous branchez votre ventilateur? Que vous avez mis à 1. Parce que 1, c'est le plus... à 3. 3, c'est le moins fort, par exemple. Vous mettez à 3. Et qu'à un moment donné, vous entendez un clic. Le ventilateur se met à tourner comme s'il était à 1. Vous vous posez des questions. À des moments, c'est l'écran de télévision qui baisse. À des moments, pour ceux qui ont la climatisation, vous mettez la clim. À des moments, vous entendez, ça coupe complètement. On vous dit, ok, allez chercher un régulateur et venez mesurer. Lorsque vous venez mesurer, vous vous rendez compte qu'à des moments, c'est-à-dire les régulateurs de tension électronique, à des moments, vous êtes à 240, 250. Après, ça redescend. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui occasionne? Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui que cela, les Camerounais disent cela. C'est le voltage qui est toujours... Mais nous avons un ministre. Nous avons un ministre, Basile Tanganakuna. Son rôle, c'est dans lequel?
Son rôle, c'est dans lequel, s'il n'est pas capable, à mesure de prendre à bras le corps, je suis contre cette action qu'ils ont posée, ceux de Logba, d'aller à l'agence. Non. Il devait se rendre compte, c'est le ministère, c'est la délégation qui devait prendre cela à bras le corps et poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que les Camerounais souffrent-ils? Oui. Pourquoi Vous êtes à quoi? Vous travaillez à quoi? On ne vous prévient pas. À l'époque, on vous prévenait. Quand vous allez même sur le site, il n'y a rien. Vous vous levez, le matin, ça part à 6 h pour revenir à 17 h. Ceux qui se battent, ceux qui doivent payer les loyers, ceux qui doivent faire ceci, est-ce qu'on tient compte d'eux? Les désagréments. Mais ne payez pas un seul jour, sautez un jour de paiement, on vous impute. On vous impute. La pénalité. Et surtout qu'on a tendance souvent à penser qu'il y a une injustice dans la facturation parce que on se plaint tous les jours des délestages et après on se rend compte qu'à la fin du mois, nos factures, nos quittances sont très très élevées, hein, tendance. Oui, c'est vrai. Et ce qui me tend encore les nez, c'est qu'avant même les gars là passaient me les communiquer dans les médias que tel quartier, on va vous couper pendant 2 heures de temps parce qu'il y a les travaux à faire sur telle place. Bepanda, Makepe Misoke. Aujourd'hui, vous n'allez pas avoir la lumière de 9 h à 17 h. Motif. Parce qu'on a les travaux à faire. Apparemment, ils ne transmettent plus les messages. Rien, plus rien. Ils coupent quand ils veulent. Tu laisses tes appareils à la maison, ça se grille. Parfois, tu es en train de visionner, on te fait proup. La télé se grille. Ça ne fait rien à personne. Tu vas te plaindre à qui? Les gens qui ont les sociétés, qui n'ont même pas encore mis les régulateurs de tension, quand ça fait le groupe, ça vous grille les appareils. Et quand vous allez porter plainte, est-ce qu'il ne va parler? Point d'interrogation. Ce que je peux vous dire, c'est que chaque fois quand vous voulez dormir, vous débranchez vos appareils. Parce qu'on le connaît. Avec Eneo, maintenant, c'est imprévisible. Voilà le français que je cherchais. Horoscope. Oui. Donc, c'est pas horoscope. Avec Eneo, donc, tu branches tes appareils. En dormant, tu redébranches par mesure de sécurité. Parce que même si ça se grille. Il faut préciser, je voulais ajouter cette tendance, que ceux qui ont le câble, enlevez le câble derrière l'écran. Parce que parfois, lorsque ça devient l'intensité provoquée par ce câble gris, est susceptible de griller, même si vous avez arrêté, débranchez le câble. Débrancher, papa, c'est pour notre sécurité. Parce que on ne peut pas passer toute notre vie à parler. On a assez de problèmes au Cameroun comme ça. Eux-mêmes, ils vont être conscients. Oui, ils sont en train de travailler. Vous avez averti à qui? Il faut quand même avertir. Les Camerounais sont faciles à manager. Ils sont faciles. Oui. Nous sommes faciles à manager. J'ai cru que tu dirais, que vous direz manipuler. Ah non, à manager. Quand tu parles doucement à un Camerounais, le Camerounais t'écoute. Nous, on n'aime pas la brutalité. Mais sauf qu'on a l'impression qu'il y a des manipulateurs qui nous renvoient ici et là. Non, et ce n'est pas ça. Ce n'est pas sérieux. Oui. Quand on nous manage bien, on nous flatte. On a besoin de communiquer dans les médias. Oui. Peut-être une émission comme celle-ci, on passe les communiquer que, chers téléspectateurs, chers Camerounais, aujourd'hui, on va couper la lumière à des dos. Votez un budget pour ça. Demain. Votez un budget pour ça. Ça peut que celui qui a des dos, c'est qu'on va me couper la lumière pendant 2 heures de temps. Faisons un peu comme chez les Blancs. Votez un budget de communication pour ça. On ne va pas rester derrière toute la vie. À Equinox Télévision. Alors, même à la radio. À la radio. Pourquoi pas? Pourquoi pas, on va dire. Alors, bon, pour sortir du sujet, on va dégager des responsabilités quand même. Hein. La responsabilité première revient au gouvernement. Parce que lorsqu'on avait commencé ces coupures, je ne sais plus quel ministre des Mines était là, il vous dit, mais AUS même vous favorise parce qu'il est prévu dans le contrat que tous les mois de juillet, on pouvait même augmenter le prix au kilowatt. Voilà. On a été tétanisé. Et après on vous dit, oui, on vous met dans une formule où vous ne pouvez même pas calculer. Les ménages, ça coûte 55 francs entre tel nombre de kilowatts et tel autre. Voilà. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc en fait, c'est au gouvernement de comprendre que on ne peut pas, comme l'a dit le chef de l'État, lancer le pays dans la politique d'industrialisation si on ne maîtrise pas son énergie. La privatisation de ce secteur a échoué. Il faut que ça revienne dans le portefeuille de l'État. Et oui, il faut renationaliser le secteur de l'énergie. Et on va saluer nos amis. Et sanctionner maintenant, revenir au barrage hydroélectrique. Revenir au barrage hydroélectrique. Je vais dire nationaliser ce secteur-là et je pense commencer à sanctionner. Et surtout rappeler quand même que dans ce secteur, il y a de nombreuses entreprises qu'on a créées et qui aujourd'hui, on se demande si ce n'est pas des vases. Parce qu'aujourd'hui, les sous-traitants... On a fait EDC, Sonatrez, tout ça. Je sais à quoi ça sert. Les sous-traitants... C'est des gouffres à Les sous-traitants eux-mêmes se plaignent. Parce qu'ils disent là-bas que pour que un transformateur grille parce que la foudre est attrapée... Oui. Pour faire, comment je veux dire, on appelle quelqu'un, on vous dit, et régulariser là,
pour sortir le marché, pour vous dire, voilà, Non, ça va prendre 2 ans. La Ça va prendre 2 ans. Non, la selle, selle, elle joue son rôle, comme l'ART, comme tous, ils jouent leur rôle, comme on a voulu bien les enseigner. Oui. Le Cameroun n'a pas autant de foudre que la France, que les États-Unis ou que la Belgique, mais est-ce qu'ils sont Voilà. autant qu'ils ont des coupures de courant? En l'espace d'1 mois, on vous précise, on met 4 en raison des travaux qui auront lieu dans les postes de temps, coupures pendant 3 jours. Ah, ok. Alors qu'il y a des villages entiers ici qui n'ont pas d'énergie depuis 3 mois. Yabassi est resté, je pense, 6 mois. Très compliqué tout Tout ça. le département au final. de Cap. Mais Guy, on va revenir à vous pour prendre quelques messages. 2, avant de passer à l'interpellation de ce matin. Alors, donc, on a ce message. Vous demandez qu'on appelle qui? La police. Dernièrement, mes voisins ont eu des problèmes. Ils vociféraient au quartier et leur propre sœur, qui en avait déjà marre et qui ne voulait pas que le pire arrive, a fait appel à la police. Quand ils sont arrivés, ils ont dit ceci: prochainement, quand vous avez un problème concernant la famille, ne venez plus nous chercher. Oh là là, c'est un scandale. Pourtant, ces gars sont super violents. C'est Patricia et Mombo à Yaoundé. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a même plus de police préventive. Voilà. Voilà, et c'est eux qui Il faut- viendront il donc faut- en il cas faut le de carburant. meurtre, en cas de... Il faut le carburant. Donc, Diaoro Alipierre Ngaoundéré qui nous dit: cet homme est un sanguinaire et maniaque de crime. Que dit donc l'État sur cet acte odieux, puisqu'on le sait bien qu'aujourd'hui les enfants appartiennent naturellement à leurs parents biologiques, mais socialement à l'État. Les ministères en charge doivent sortir de leur mutisme et prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe et frapper le poing sur la table pour que de tels actes ne puissent plus se répéter. D'accord, merci Guy, on va revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour nous d'introduire l'interpellation de ce matin au cœur du 10-12, le Zénith. À tout de suite, madame, messieurs. Il y a regret dans le développement de notre pays parce que quand quelqu'un part de Yaoundé pour Douala et en 3 heures de temps, il relie Yaoundé à Douala, mais à l'entrée de la ville, il lui faut encore 2 ou 3 heures de temps pour arriver au centre-ville, là où il y a les affaires, là où il y a les bureaux administratifs. Ça veut dire que notre pays regresse. Autrement dit, quand on voit un peu la fluidité de la circulation au niveau de l'axe lourd, on comprend donc que, en fait, la route, c'est déjà un facteur de développement. Et d'autre part maintenant, quand je vois les constructions des barrages au Cameroun, on a parlé de Lompanga, on a parlé de Memvele, on comprend quand même que il y aura de moins en moins de crises énergétiques dans notre pays. Autrement dit, c'est quand même facteur de développement. Voilà, nous avons été interpellés, vous avez été interpellés, et bon, qu'on suppose qu'on a des réponses à tout cela. Notre compatriote a relevé 2 problèmes. D'abord, le problème de l'électricité, j'en ai parlé, je ne reviens pas dessus, mais surtout les grandes villes, l'entrée de nos grandes villes, les 2 principales grandes villes, Douala et Yaoundé. Vous pouvez, lorsque Dieu le permet, circuler entre Douala et Yaoundé de manière à peu près normale, si vous n'êtes pas victime d'accident de circulation. Maintenant, à l'entrée de la ville, alors, vous pouvez passer 3 heures dans le temps de tout le voyage. C'est regarder à partir de Yassa. Si vous avez la malchance de prendre par Niala, vous venez de prendre, vous arrivez au niveau du château, la route s'est rétrécie, vraiment, avec tous les nids de poules qui vont devenir bientôt les nids d'éléphants. Pour accéder à la ville, c'est très compliqué. Et quelquefois, même à partir de Yassa, pour aboutir à l'autre, là où on appelle borne 10, pour prendre ce qu'on nous vante toujours comme la pénétrante ouest, qui a vraiment réussi, qui est même la réussite des réussites. Pour y arriver, vous pouvez passer là 2 à 3 heures. D'abord, dernièrement, au lieu du Cogefar, un pont s'est effondré là. Ça veut dire que ça fait 30 ans que cet axe vit.
Et cet axe est déjà vieux. Je parle de l'axe lourd pour apprendre l'expression camerounaise. Moi, je n'ai pas parlé de la nationale. Je parle de l'axe lourd, cet axe est déjà vieux, vieillissant et tout. Et voilà dans quelle situation on est pour aller à l'émergence. Et c'est encore, je pense, cette semaine, hier, que le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral nous a dit qu'on a découvert un vaste réseau de fraude au niveau de la place portuaire. Vous voyez donc, on a d'abord des difficultés à joindre les deux grandes villes, on a des problèmes au port de Douala, on a tout ça et on nous dit l'émergence est pour demain. Bon, j'ai bien envie de croire, mais je ne sais pas si c'est Jésus et Mahomet, comme vous qui êtes des croyants, qui vont se réunir au ciel pour nous amener à cette émergence. À l'horizon voilà 2035. dans quelle situation on se trouve. Alors, Chalamel, on est dans une situation qui perdue, c'est un serpent de mer, on n'arrive toujours pas à trouver de véritables solutions à ce problème. Alors, Eric Fopoussi, on va encore dire que c'est nos ministres, on va vouloir nous taper sur les doigts, mais nous ne pouvons pas faire une chose. C'est pas à l'entreprise de construction routière de faire cela. Le mouvement est impulsé depuis le haut. Regardez lorsque vous vous retrouvez à Petrolex. À ce niveau, la route est large. Vraiment, la route est large, vous circulez. Mais lorsque vous arrivez à Yassa, c'est compliqué. C'est bien compliqué. La route rapidement diminue, elle devient toute étroite. Il faudrait encore que vous bataillez. Un bon bocla dit, vous prenez par Yassa pour vouloir ressortir, ne serait-ce qu'à Ndokoti ou à Sokavin. Avant d'y arriver, les bouchons que vous allez trouver à Lorbaba, seuls, vous n'allez pas vous en sortir. Laissons cette zone. Allons du côté de Bonabéry. Vous arrivez à l'entrée de Bonabéry. Non, ça va. Lorsque vous arrivez au niveau du toboggan, du premier toboggan, pour rouler encore, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Surtout comme vous avez vendu le deuxième pont sur le Vouri comme étant la solution miracle à nos problèmes. Finalement, moi j'ai l'impression qu'on donne le beurre et on garde le fil qui va nous aider. Hein, le fil à couper le beurre, on le garde. Pour la simple raison que c'est la même chose lorsque vous arrivez à Yaoundé. Lorsque vous entrez au niveau d'un van, regardez la façon avec laquelle la route se comporte à l'accès au niveau d'un van. Que vous venez par un van ou que vous venez par Hala, essayez de regarder comment l'état de la route. C'est pareil. Donc j'estime que si on veut faire de véritables axes lourds au boulevard national, qu'on se batte à nous donner vraiment des axes routiers. Ça, c'est le premier point. Oui. Vous avez des gens qui quittent l'ouest pour Douala. Ils font la route en 3 heures. Mais lorsqu'ils arrivent pour traverser Bekoko, quitter de Bekoko pour le rond-point d'Edo, ils font 4 heures. Ceux qui sont partis vont arriver à Pélan en disant nous sommes bien arrivés. Et vous qui êtes arrivés, vous direz je suis encore en route. Oui, et c'est très compliqué. Le pont même qu'on a arrangé le toujours la même. Je ne comprends pas ma tête. Hein. Parce que même pour aller à Bonabéry, maintenant, c'est les problèmes, les embouteillages. Ils savaient qu'on devait nous libérer le pont sur le Vouri et que tout le monde devait être à l'aise. Maintenant, pour aller à Bonabéry, c'est tous les embouteillages. On vous a dit que ce n'était pas une avancée. C'est grave, hein, je savais qu'il devait aller à Bonabéry, mais en 10 minutes, je quitte le rond pour prendre mon taxi. J'arrive à Bonabéry, 10 minutes, aller. C'était très ambitieux de votre part, tendance. Très ambitieux. Ouais, j'ai dit que j'ai dansé le jour-là, qu'on m'a dit qu'on a libéré le deuxième pont. Il restait seulement combien devait aller me filmer là-bas. Vous me découragez, je ne peux plus prendre les photos sur le pont. Parce que tu vas prendre les photos, de l'autre côté on va voir les embouteillages, de l'autre côté on va voir Petit Paris, de l'autre côté on voit les embouteillages. Trop d'embouteillages, trop de bouchons, Megui. Ben oui, trop de bouchons, mais les bouchons ça existe partout, même dans les pays les plus développés. Il y en a même souvent là-bas de plus graves, ça il faut le dire. Maintenant, ça n'exclut pas qu'on veuille que les choses se passent bien dans notre pays. Voilà, les constructions qui sont faites devraient, je crois qu'elles sont même mises en place. Par exemple, les constructions de routes sont mises en place justement pour résorber ce genre de problèmes. Tendance évoque le deuxième pont sur le Vouri. Oui, maman. Voilà, mais bon. C'est vrai que dans la tête de tout le monde, c'est le pont qui venait justement sauver les non, mais il a été vendu comme ça, en fait. Il a été vendu comme étant le sauveur, ça, la panacée de la circulation routière à Douala. Oui, mais c'est un peu exagéré parce que c'est pas le fait qu'il y ait ce pont-là qui va faire en sorte qu'il y ait une disparition totale des embouteillages. Parce que, on l'a dit ici d'ailleurs. Oui, voilà, c'est pas ça qui va résorber, c'est pas un seul pont qui va faire en sorte que les embouteillages disparaissent, étant donné que les embouteillages sont dus à plusieurs facteurs.
Il n'y a pas que l'absence de route qui cause des embouteillages, ça peut être un accident. Donc ce n'est pas toujours vraiment se dire qu'à cause du pont, il n'y aura plus jamais d'embouteillage. Je crois que c'est un peu utopique de penser ainsi. Maintenant, on ne peut pas rejeter le fait que c'est une bonne chose déjà que ce soit là, mais que des efforts soient davantage fournis pour justement aider les populations à être bien. À vaquer à leurs occupations dans une forme de célérité et dans la circulation routière. Quelques messages, Megui, pour sortir de l'émission. On va prendre quelques messages, les réactions de nos téléspectateurs. Alors, on a ce message qui nous dit, mais vous parlez de quoi? Est-ce que nous sommes Camerounais chez nous-mêmes? Néo, c'est quoi? C'est où? Est-ce qu'on peut estimer les dégâts causés déjà par cette société? Non, on ne peut pas. On peut pas. Oui, on ne peut pas. Voilà, c'est tellement grave. Sans compter les incidences sur le plan économique, parce qu'il faut le dire, avec les coupures intempestives, l'excès de délestage, il y a une incidence même sur le plan des loyers. Aujourd'hui, les loyers grimpent parce que si vous remarquez bien, il y a cette option dans des locations où vous avez des immeubles avec forage, avec groupe électrogène. Et ça joue aujourd'hui sur le prix des maisons mises en location. Ça joue énormément. Mais ça n'arrange même pas le problème parce que ça exacerbe même le problème parce que vous intégrez un local, non seulement le loyer est revu à la hausse à cause de toutes ces options-là désormais. Et ça ne vous épargne pas quand même des factures d'électricité. Parce qu'en même temps, vous aurez des factures d'électricité à payer et qui ne vont pas changer. Et vous aurez aussi la facture à payer par rapport au groupe électrogène. Vous devez payer pour ne serait-ce que l'entretien de ce groupe-là. Qui a eu délestage ou pas? Ou pas. Et ça... Le parlant de location, oui, là, qui a eu délestage ou pas, ils vont vous dire que vous avez intégré l'immeuble, on entretient le groupe. Mais Guy, parlant même des maisons, aujourd'hui là pour déménager, si tu n'as pas un an, tu ne déménages pas. Là-bas, autrement, on manque le prix. Faites comme au Tchad. Au Tchad, tu peux même 2 mois de loyer, on te prend. Tu même 3 mois de loyer, on te prend. Mais au Cameroun, si tu n'as pas un an, tu ne déménages pas. Et les démarchés qui ne font qu'augmenter les prix. Ok, c'est pas le sujet ce matin. Non, ça va entrer dans le sujet. Parce que c'est pas le sujet. le monde n'a pas fait comme dans les autres pays. C'est pas le sujet, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Charles m'a fait la colère pour dans ça. Nos prochains numéros du 10-12. Le Zénith. Donc, on a Charlie de Touquébé qui nous dit que le jour où la corruption quittera le Cameroun, ça ira peut-être mieux pour nous. Ces projets visent à remplir les poches des membres du gouvernement. Donc on l'a dit à suffisance, Momok, ces projets qui sont donc pris en otage par la corruption galopante et sans cesse croissante au Cameroun. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Transparency International qui le dit. C'est par rapport à ça que nous avons été champions du monde de corruption en 98 et en 99, 2 années successives. Alors que malgré avec la meilleure équipe des Lions indomptables, on n'a pas pu arriver en demi-finale de Coupe du Monde. Voilà, mais nous on a été champion du monde en corruption. Transparence le dit et c'est le chef de l'État qui a créé lui-même la CONAC parce qu'il a constaté ce qu'il a constaté. La CONAC et d'autres structures. Aujourd'hui on nous dit même que l'autoroute Douala-Yaoundé ne pourrait même plus voir le jour. On attend. Chalamel, donc sur ce sujet corruption. Oui, mais il faut dire très simplement que n'avez-vous pas été surpris un jour de vous retrouver à un contrôle de police, voir un véhicule qui n'a totalement pas de phare passer? Qui n'a totalement pas de phare, il passe. Et vous qui êtes sensiblement en règle, on vous interpelle. On vous interpelle. On vous demande de serrer. C'est de là où ça part. C'est de là où ça part. Comment vous voulez comprendre que vous arrivez, vous payez 152 000 francs en termes de pension pour l'inscription de votre enfant. Et vous arrivez, vous vous rendez compte que votre enfant est assis à même le sol. Parce qu'il n'y a pas de bancs. On vous dit la classe est peuplée. Est-ce que vous allez trouver... Non, je pense qu'à tous les niveaux, l'État, nos gouvernants ont eu la possibilité de pouvoir réagir, mais on vous choisit volontairement de ne pas réagir. Voilà là où on se trouve aujourd'hui. Une mauvaise foi caractérisée dans la gestion des affaires publiques. Je vous assure que si on avait eu à frapper des époux ivrognes, si on avait eu à frapper des époux qui dépensaient de l'argent n'importe comment, vous allez vous rendre compte qu'il devait y avoir une rectitude morale dans beaucoup de foyers. Si on avait eu à frapper, vous avez la dernière énergie grâce à l'appui du ministère de la promotion de la femme et de la famille du ministère des Affaires sociales. Les hommes qui sortent avec des petites filles, des pédophiles, qui sortent avec des petites filles, je vous assure qu'on aurait résolu beaucoup de problèmes dans cette société. Il y aurait une rectitude morale, je vous assure. Oui, et ce qui est tout à fait d'une incognité bizarre, c'est qu'effectivement, lorsque le président Biya a entamé ses fonctions
à la tête du Cameroun, il parlait de rectitude morale comme étant le socle il a prêté serment sur la rigueur dans la gestion, la moralisation du comportement. Voilà. Peut-être qu'il a oublié qu'il avait prêté serment sur la base de cette orientation, la moralisation du comportement. On a même, les gars, les Jojo ont même sorti des chansons dessus. Voilà, rigueur, moralisation. Voilà, tout à fait. Le 6 novembre, c'est dans quelques jours, on va encore nous chanter. C'est lundi. Dans quelques jours, on va encore nous chanter les louanges d'un renouveau qui, vraiment, on va le dire, hein, a échoué. Mais Guy, d'autres messages ou pas? Voilà, donc bonjour une fois de plus. Par rapport à ce problème, moi je contribue en disant que cet acte relève de l'inhumanisme du monsieur en question. Et comme problématique, sont-ils vraiment les siens, ces enfants? De ce fait, aucune justification n'est considérable, donc il mérite une condamnation à vie due à sa réaction cruelle. Hugues, depuis Bafan. Oui, et justement, sur la question de la peine, puisqu'on ne sait pas encore effectivement quel est le on ne sait pas, on attend que la police judiciaire ne vienne que nous. Il a déjà avoué. Oui, il a avoué, mais on n'a pas les mobiles. Voilà. On n'a pas les mobiles. Le reste, et surtout savoir si c'est l'assassinat, si c'est un meurtre, voilà. si il a avoué avoir tué, voilà, mais on ne nous a pas révélé les mobiles. Mais ce que je ne comprends pas quand même dans cette histoire, c'est que quand est-ce qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas ses enfants? Lorsqu'il arrive au Cameroun? Non, on n'a pas dit que ce ne sont pas ses enfants. On dit que c'est des éventualités que les gens... C'est des hypothèses qu'on avance. C'est des hypothèses que peut-être c'est ça qui aurait... Mais on n'a jamais dit que ce même si ce ne sont pas ses enfants. Les enfants ont mérité ça. Voilà. Un dernier message, Megui. Alors, Gassam à Douala, qui nous dit Eneo travaille beaucoup. Il a endossé les problèmes causés par AES. Ah ouais, merci. Nous-mêmes, on voit ça. Alors, je ne sais pas si on voit qu'il travaille beaucoup. Alors que les sous-traitants n'arrivent pas à être payés. C'est ça, travailler beaucoup. Tout est sous-traité à Eneo, qu'on ne vous trompe pas. Justement, et est-ce que les sous-traitants passés ne veulent pas travailler précisément parce que le Cameroun, c'est le règne de la débrouillardise. Et voilà. C'est à qui mieux, chacun se défend comme il peut. Et pour boucler la boucle, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. On va faire comment? On est dans une société où les gens ne croient plus en rien. Les gens se sentent lassés. Les gens ont même peur de se révolter, de crier leur ras-le-bol. Un pays où on accepte tout. Le laxisme est devenu de notre commun de tout le monde. En tout cas, on va surtout marquer la critique de ce jour sur ces personnes qui sont continuellement dans le déni et qui pensent que tout va bien au Cameroun. Ils se regardent le nombril, ils pensent que, voilà, dans leurs grosses voitures, dans leurs grandes maisons, dans leurs différentes missions à l'étranger, dans tout ce qu'ils font, tout va bien, le Cameroun. Ne dites surtout pas que tout va mal, parce que le Cameroun va très bien, nos routes sont très bien construites, les écoles forment très bien au Cameroun, tout va bien, et pourtant on sait tous que les choses vont de mal en pis et que le Cameroun est dans une forme d'élitement, de décrépitude, on s'enfonce continuellement et c'est surtout ce fossé qui est creusé entre les riches, de plus en plus riches, et les pauvres, de plus en plus pauvres, l'appauvrissement de nos couches sociales défavorisées par de nombreuses pressions fiscales, pressions politiques, pressions sociales, et tout cela crée ce que vous savez, un Cameroun qui vit mal. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce qu'on met un terme à cette autre édition de votre émission 10-12 Zénith. On se retrouve à bientôt pour un nouveau numéro. Bonne journée.